aujourd'hui, on fait un panel vraiment hors de l'ordinaire. Vous allez voir, on va essayer que ça soit dynamique, que vous puissiez interagir avec nous. Contrairement à ce qu'on connaît des panels normalement, nos panélistes ne connaissent pas les questions qu'on va leur poser. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant, les discussions qu'on va avoir aujourd'hui. On a, comme Jonathan vous a mentionné quand vous arrivez dans la salle, là, on fait affaire avec Menti pour que vous participiez. Donc, il y a un Q&A, comme un question-réponse actif tout le long du panel. C'est pour que vous puissiez mettre vos questions ou regarder les questions que les autres posent puis mettre des likes sur les questions. On risque de prendre les questions les plus populaires et les intégrer lors des discussions qu'on va avoir avec nos panélistes. Donc, c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. On va garder le rythme. On s'attend à peu près à un échange de 1h45. Ça va être séparé en vraiment 2 séquences, mais j'en parlerai un peu plus tard. Mais je laisse Jonathan parler pourquoi on a appelé ça aujourd'hui, se transformer pour performer. Est-ce une autre histoire de pêche? Exactement. En fait, on voulait frapper aussi un peu le contexte de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la transformation numérique. Et on a l'occasion, autant dans le cadre de la conférence actuelle que dans toutes les interactions qu'on a dans le milieu autour de nous, que ce soit à titre d'industriel ou de chercheurs, d'avoir un paquet d'informations, de choses qu'on peut faire pour faire une transformation numérique. Mais la réalité à laquelle on fait face, c'est qu'en réalité, il y a à peu près 70% de taux d'échec. Et cette réalité-là, ce constat-là est fait autant par la recherche que l'industrie. C'est un constat qui est commun. Et pour ceux qui sont moins habitués avec une histoire de pêche, c'est un peu quelqu'un qui revient de son voyage avec ses amis puis qui dit « J'ai pogné mon poisson, là, il était gros comme ça. » Puis là, finalement, tu vas voir le poisson sur la table de cuisine, puis finalement, il n'est pas plus gros que ça, c'est une petite perche chaude. Voilà. Donc, c'est un peu le parallèle qu'on voulait faire aussi avec la transformation numérique, c'est qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites, mais on se questionne à savoir, en gros, est-ce qu'on est vraiment rendu là? On parle beaucoup des technologies, on parle beaucoup du fait qu'on est en retard, mais on ne se questionne pas nécessairement est-ce que les PME ou est-ce que... on parle surtout des PME. J'ai vu la présentation d'ailleurs de ma collègue tout à l'heure, Alexandra, qui a vraiment montré clairement à quel point il y a la très forte majorité des entreprises, c'est des PME. Donc, on ne sait pas s'ils sont prêts à démarrer, puis à démarrer du bon pied. Fait que c'est un petit peu le thème de base du panel, puis c'est le thème de base aussi de notre chaîne. Et je vais laisser la parole à Marie pour introduire l'idée de la chaîne. Good. Donc, moi et Jonathan, on a lancé un projet personnel, puis c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici devant vous comme animateur. Ça s'appelle le Gym numérique. Tu mettras? Yeah. On est tellement fiers de notre logo, il faut quand même le présenter. Donc, on a lancé le projet le Gym numérique. Pourquoi le gym? Pourquoi le numérique? On veut adresser la transformation numérique, mais vraiment les étapes préalables de tout ça. Donc, on veut aller au gym, on veut s'entraîner, on veut se préparer à potentiellement faire un marathon ou autre chose qui est la transformation numérique. Notre objectif avec le Gym numérique, c'est de faire des publications de vidéos de vulgarisation scientifique axée sur comment se préparer à une transformation numérique. On va publier des vidéos 2 semaines. Le premier est sorti la semaine dernière et le prochain sera jeudi la semaine prochaine, le 22 juin. On utilise la chaîne YouTube comme moyen de discussion, mais on a aussi une page LinkedIn pour vraiment inciter les gens de la communauté à écrire des commentaires puis à échanger sur leurs obstacles, leurs succès, puis s'entraider. Donc, vraiment créer une communauté d'entraide pour aider les PME qui ne sont peut-être pas tout à fait prêts à entamer leur transformation numérique. Vous le comprendrez, là, le gym numérique, on fait une grosse analogie avec le sport parce que nous, on pense que comme les athlètes ou comme le commun des mortels, c'est important d'avoir un plan de match, c'est important d'être accompagné, puis c'est important de lever le flag et de dire « j'ai besoin d'aide ». Il faut que je sois informé. Si je me blesse, par exemple, quand je fais du sport, aller voir un professionnel. C'est un peu la même chose qu'on veut adresser pour la transformation numérique. Joe, je te laisse parler des objectifs réellement de la chaîne qui va vraiment être pertinent pour le public d'aujourd'hui. Oui, en fait, là, je vais vous donner un petit scoop là, dans les 2 premières capsules qui s'en viennent. On va parler de l'importance de se fixer des objectifs. On parlerait un peu à travers notre chapeau si on ne s'était pas fixé des objectifs pour notre chaîne et notre projet. En fait, là, nos principaux objectifs, c'est en premier convaincre. Donc, convaincre
les gens dans l'industrie, les entreprises, les organisations, des bénéfices qui peuvent découler de l'industrie 4.0 et des outils associés. Il y a aussi orienter la démarche, donc d'orienter les entreprises vers une démarche de préparation pour préparer pour que ça soit un succès. On veut aussi offrir des conseils sur les actions à prendre. On veut encourager la collaboration entre les entreprises, entre les partenaires et la formation. Et on veut aussi discuter de l'importance de l'humain, de la culture, de l'implication et de l'engagement dans la transformation numérique. Pourquoi ça peut être pertinent pour vous? Donc, qu'est-ce qui est là-dedans pour vous? Ça va être démystifier les sujets. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se parlent. Donc, on va essayer de clarifier tout ça. Surtout, avoir un point de départ pour commencer la démarche. Donc, à travers la série qu'on veut faire, c'est d'essayer de vous donner un point de départ au contexte de votre organisation si vous voulez démarrer une transformation numérique et aussi avoir un plan de match. Et si on peut résumer en une phrase, la mission, c'est qu'on veut préparer les PME à entreprendre avec succès une initiative de transformation numérique. Juste pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde aujourd'hui, on s'est dit que c'était important de définir ce que ça voulait dire la transformation numérique. Il y a énormément de définitions, dépendamment avec qui tu parles, ça peut aller un peu dans toutes les directions. On est allé avec une définition plutôt standard qui dit que la transformation numérique correspond à l'implantation de technologies numériques permettant de rendre les systèmes de production plus autonomes, plus dynamiques, plus connectés et plus contrôlés. En d'autres mots, ce qu'on entend souvent parler, c'est que c'est vraiment un passage d'un état grâce à l'interconnectivité puis à l'intégration de systèmes qui sont capables de donner de l'information en temps réel. La nouvelle réalité qu'apporte la transformation numérique réellement, ça vous permet de prendre des meilleures décisions, d'augmenter votre performance, d'augmenter vos rendements ainsi, puis aussi augmenter votre compétitivité et sur le marché, en plus de réduire la dépendance que vous pouvez avoir envers les individus de votre entreprise. Fait que ça, c'est la définition qu'on va utiliser aujourd'hui, vraiment. Utiliser l'intégration de systèmes en temps réel pour améliorer beaucoup de facettes de votre entreprise. Là, on vous a parlé, c'était quoi le panel d'aujourd'hui? C'est quoi le gym numérique qui nous a amené, moi et Jonathan, à animer le panel aujourd'hui? On a mis la définition sur la transformation numérique. Je vais vous parler plus en détail de comment le panel aujourd'hui va se dérouler. Premièrement, on l'a dit à plusieurs reprises, mais nous, on n'est, pas à vous, mais à l'organisateur, on est honorés d'être ici. On trouve que c'est une belle première apparition en public, puis on espère que vous allez apprécier l'expérience. Le panel va se dérouler réellement en 2 séquences. On a utilisé le concept de Tout le monde en parle pour introduire nos 4 panélistes, puis avoir la chance de leur demander, vous, là, à titre d'entrepreneur, gestionnaire, c'est quoi votre pourquoi? Pourquoi vous travaillez? Pourquoi la transformation numérique fait partie de votre quotidien? On va pouvoir échanger avec eux un après l'autre de façon individuelle. Et puis, c'est après ça qu'on va introduire un panel, disons, plus standard, qui ne le sera pas quand même, où les 4 panélistes vont pouvoir échanger ensemble et avec nous. On l'apporte vraiment sur une façon plus décontractée, plus spontanée. Comme je vous ai mentionné, les questions sont encore inconnues de nos panélistes. Puis on est vraiment très excités à propos de ça. Et puis, on aura ChatGPT là, qui viendra un peu brouiller les cartes de tout ça. N'oubliez pas, le Q&A est actif durant toute la présentation. Donc, que ce soit durant les discours des panélistes, que vous avez des questions pour plus tard, n'hésitez pas à les mettre actives. N'hésitez pas à regarder les questions que les gens posent aussi pour pouvoir liker les questions. Sans plus tarder, on va introduire notre premier panéliste. Donc, je vous demanderai d'accueillir M. Alain Lemieux. Donc, Alain, si tu veux te joindre à nous. Juste pour faire une brève introduction d'Alain, là, Alain, c'est vraiment, il incarne un nouveau modèle de leadership axé sur le dépassement de soi, l'inclusion, l'appropriation, le respect, l'équilibre, la collaboration, le partage et l'innovation. Dans une approche où l'humain met à contribution ses compétences au cœur du développement. C'est un visionnaire, un entrepreneur, comme il dit lui-même, un doueur. Il contribue à développer de nouveaux horizons.
Il donne leur juste dans le respect. Donner leur juste dans le respect, c'est au cœur de sa personnalité. Puis je vous le confirme, il y a des belles couleurs, Alain, d'ailleurs. Il est soucieux de mettre en action de mettre en œuvre des actions complètes qui donnent des résultats. Il a gradué longtemps, il y a longtemps, analyste en informatique, je m'excuse. Et ensuite, il a lancé sa compagnie Epsilia en 2000, qui finalement a joint Nouvelia aussi, que Alain a lancé. Et en juin 2022, après 30 années d'expérience, il a été nommé directeur général de la Vallée de la transition énergétique, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une annonce récemment. Donc, merci beaucoup, Alain, de te joindre à nous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Génial. Vas-y. Oui. En fait, quand on s'est rencontrés, tu avais mentionné qu'il y avait un nombre important d'échecs. C'était le prémisse aussi de notre panel. Comment les entreprises peuvent éviter ces échecs-là, selon toi? Grosse question. Puisque 70% des projets souvent finissent mal. J'ai rencontré beaucoup, inévitablement, de leaders dans des organisations qui, justement, vivaient de grands stress, de grands clashs versus les objectifs qu'ils se fixaient, puis la réalisation de leur mandat. Et j'essayais tout le temps de comprendre le pourquoi, du comment des choses, mais au cœur souvent de ces échecs-là, c'est clair qu'il y avait inévitablement un manquement. Le but, nécessairement, on apporte une transformation numérique, on veut mettre des humains en adjonction, mais souvent, allez savoir pourquoi. Plus il y a de l'intelligence, des fois, plus ça devient complexe pour toutes les raisons inimaginables. C'est pour ça que dans l'introduction, que vous dites, entre autres, que j'ai probablement une saveur, une couleur. Je dis tout le temps aux gens, ça peut être dur à dire, ça peut être dur à entendre, mais quand on se dit les vraies affaires, les vraies options vont apparaître. Fait que dans mon chemin de vie, je me suis tout le temps permis de dire les vraies affaires et d'offrir une table aux gens pour qu'ils puissent exprimer clairement ce qu'ils en étaient, pour faire en sorte que ces options-là puissent être mises en lumière pour que par la suite, les humains qui réaliseront l'ambition de ces projets-là puissent être en appropriation pour livrer quelque chose qui va faire du sens pour l'entreprise. Je vous reparlerai tantôt probablement de certaines étapes importantes pour arriver à un succès d'un projet technologique, mais moi, je ne lâchais pas le morceau. Là. Puis chez Nouvelia ou Epsilia, là, après plus de 30 ans, je n'ai pas rencontré de grandes entreprises dans ma vie qui n'avaient pas de chicane avec des avocats ou je ne sais trop. Moi, je suis jamais allé en cours. Là. Toujours régler mes affaires, même si des fois c'était un peu difficile, pour adresser les défis, les challenges qu'on avait avec ces gens-là. C'est l'humain au cœur d'eux. Donc, s'il est au cœur d'une réalisation ou d'un projet, probablement qu'il est au cœur d'une problématique, il peut probablement l'énoncer avant de commencer à se garocher des tomates, puis de dire, je vais t'envoyer mon avocat, va t'appeler la semaine prochaine, puis on réglera peut-être une solution, mais par des honoraires ou des frais supplémentaires. Fait que peu importe, mais c'est l'humain au cœur des choses, de pouvoir les exprimer, de donner une table pour exposer ces éléments-là. Salut Marc-André. Excusez. C'est un peu ça, là. Génial. Tu avais aussi parlé que pour démarrer réellement, puis après ça, tu pourras établir vraiment plus ta séquence pour avoir un projet avec le succès. Ouais. Tu avais parlé que l'étape 1, réellement, là, l'objectif. Pourquoi je suis en train de faire ça, etc. Bien, c'est certain. Puis je peux donner peut-être un cas d'exemple, ça ne me dérange pas, puis c'est une histoire à succès quand même au Québec. J'ai rencontré un moment donné en 2015 Stéphane Delbecq de Patate Delbecq. Puis Stéphane m'avait dit carrément qu'Alain, mon entreprise, j'ai un challenge. Là. Il me dit, j'ai hérité de l'entreprise familiale de mon père à l'âge de 24 ans lorsque mon père est décédé. Je ne m'attendais pas de la recevoir comme ça. Puis je me suis mis à travailler dedans, mais j'ai répété l'histoire de mon père. Fait que là, on répétait l'histoire de cultiver les patates, les amener en sac, les amener au marché, puis on développait des terres, on développait des marchés, puis à un moment donné, on s'est mis à s'essouffler. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes, parce que la sécurité alimentaire est devenue un élément clé dans l'exécution. Fait qu'après 40 ou 50 ans, je regarde mon entreprise, puis je travaille 7 jours sur 7 avec ma femme, puis mes employés, puis on est essoufflés. On est à côté dans des grilles Excel, on n'en voit plus de bout. Fait qu'il me dit, soit je la vends, soit je la farme, je ne la lèguerai pas comme ça à mes enfants. Lui, c'était son gros driver pour partir. Je suis bien loin des technologies. Là. Il fait juste me dire que c'est sûr que je ne peux pas exécuter mon entreprise comme ça. Fait qu'à partir je pense, de ses tripes, de ce qu'il vivait,
du stress. Il a voulu amener un changement quand même dans l'exécution de son entreprise parce qu'il voulait se donner une chance de la remodeler différemment, puis sans que son père qui était au ciel lui en veuille, mais il s'est dit, on va faire ça différemment. Si je vous dis, ça vous intéresse-tu de venir trier des patates chez nous dans la nuit? Je pense que c'est pas trop vendeur. Puis il y a un temps où ça l'était dans le village parce qu'ils pouvaient engager le voisin d'à côté puis qu'ils viennent travailler dans leurs unités d'opération. Mais lui, il s'est dit, Alain, on va changer l'exécution au complet. Fait qu'à partir du moment où l'idée est là, il y a des douleurs, il y a des stress, le premier élément que moi, je me devais de faire, c'est d'être à son écoute. De faire une grande prestation d'empathie. De me connecter, pas exprimer, hey, je suis compétent, puis je connais du monde, puis je vais t'amener sur la Lune, puis tu vois, dans le voyage, tu vas triper. C'est pas ça que j'avais à dire d'abord et avant tout, c'est t'es qui, ce que tu veux, pourquoi tu veux le faire. Après ça, dans ces écoutes-là, il y avait un vieux sage dans ma vie qui m'avait dit, Alain, quand que les gens échangent entre eux, il y a des grands clashs qui arrivent parce que ces gens-là ne prennent pas le temps, lorsqu'une expression de quelque chose est faite, de revalider la compréhension avant même de passer une réalisation. Fait qu'il me disait, quand tu l'auras écouté, ton interlocuteur, permets-toi, justement dans l'empathie, par la suite, de réexprimer la compréhension de ce que tu as compris, de ce qu'est-ce qu'il t'a dit. Là, je ne suis pas en réalisation de projet. Là, c'est de faire des croquis, des dessins, puis de dire, Stéphane, si je t'ai bien compris, c'est tout ça que tu es en train de me dire. Puis là, quand Stéphane il me disait « Oui, c'est ça », là, on s'est compris, bon, c'est beau. Je vais mettre ma griffe sur le papier, pas un contrat de 300 pages, là. Juste l'élément qu'on venait de cibler. Là. Je disais « Stéphane, mets ta griffe dessus, je mets la mienne dessus, on vient de régler un commitment, on s'est entendu là-dessus. » Je passais après ça à un autre élément pour voir justement revalider la compréhension. Et à force de faire ça, arrivait quand même une mise en lumière de son défi, de son stress, de ses enjeux, pour que je puisse avoir pris le temps de bien comprendre ce qu'il voulait. Par la suite, pour que le succès puisse un peu émerger, mais là, il fallait aller dans l'engagement. Dans l'engagement de Stéphane, puis moi, dire à Stéphane, ce ne sera pas facile. Il faut en faire un projet d'entreprise. Le mécanicien, il deviendra peut-être un mécatronicien. On va pouvoir former du monde, on va pouvoir coacher du monde, on va pouvoir lui donner de l'amour. Parce que c'est celui qui fait, qui sait, c'est souvent celui qui est sur la ligne de production depuis 20 ans, qui a probablement de quoi dire. C'est beau, les gars d'un bureau, puis les filles aux ventes ou au marketing, ou je ne sais trop, mais dans les douleurs, ces gens-là, il faut les mettre dans l'exercice. Fait que, donc, j'ai besoin de ton engagement, Stéphane, pour être sûr que tu vas être à la table, tu vas faire comprendre la vision que tu en as du projet. On va former une équipe ensemble. Je deviens dans vos entrailles. Là. Je me mêle avec toi. Là. Moi, je suis condamné au succès. Là. Je ne sais pas si ça me tente. Là. On va faire un succès ici. Fait qu'on fait un engagement tous les deux ensemble. Puis je dis à Stéphane, si jamais tu vas te cacher dans le garde-robe, je vais te sortir du garde-robe. Parce que j'ai besoin de toi pour en faire un succès. Ou sinon, on va risquer le projet. Puis je ne peux pas me permettre un projet qui ne marche pas. Fait qu'après l'engagement ensemble, mais là, on séquence par phase, puis là, on se permet de faire des succès et de mettre en lumière des succès et de se permettre de valoriser les gens qui ont contribué au succès. Si c'est Marc qui est à sa ligne de production depuis 20 ans, puis que Marc a contribué à quelque chose, puis qu'aujourd'hui, on voit Marc avec le sourire d'en face parce qu'il a été stressé probablement dans les dernières années de la croissance ou du développement de l'entreprise, c'est lui qu'il faut valoriser. Ça veut dire qu'on avait probablement un objectif, moi et Stéphane, mais nécessairement, on ne voulait pas lui imposer à Marc, on voulait surtout l'amener contributeur dans l'exercice et que lui, on mette en lumière ses idées, ses innovations, ses concepts à lui, puis que nous, après ça, on soit les coachs ou les... en passant chez nous, chez Nouvelia, moi, à un moment donné, je voulais effacer des titres. Un directeur, pour moi, ça ne fait pas de sens. Quelqu'un qui dirige m'a dit demain quoi faire. Quand tu l'auras fait, n'oublie pas de me redire le lendemain, puis moi, je te redirai sur le lendemain ce que tu vas faire. Un directeur, pour moi, ça ne fait pas de sens. Parlez-moi d'un leader, parlez-moi d'un coach, parlez-moi d'une approche comme ça, puis là, probablement qu'on se donnera un peu plus de chance au succès. Je peux vous en parler pendant des heures, je m'excuse. Mais on voit vraiment que tu as une couleur, comme Jonathan aime dire, très axée sur l'humain, sur l'implication de cet humain-là, puis le montage. Tu nous avais aussi mentionné le travailler ensemble. Puis je pense que ça sort beaucoup de ton discours aujourd'hui encore. Absolument. De là que c'est ta couleur, c'est ta personnalité d'entrepreneur. Puis je pense que c'est intéressant là, d'acquérir ça, qu'on travaille ensemble dans les processus, on travaille ensemble pour nos objectifs. Puis plus tu vas engager, puis commettre avec ton équipe, plus tu as de chances de succès.
Absolument. Le faire ensemble est l'élément clé dans tout. Puis là, présentement, je suis directeur général du projet le plus important du Québec de la transition énergétique, là. Puis quand je me suis testé avec Pierre Fitzgibbon, c'est pas compliqué, on s'est regardé dans les yeux, puis j'ai dit à Pierre Fitzgibbon, on s'en va où avec ça? C'est correct que vous voulez que je prenne le leadership de la transition énergétique, là, mais pour y arriver, là, il y a une chose, selon moi, que je ne peux pas négocier avec personne. Il me dit, c'est quel élément? Le faire ensemble. Parce qu'il est tellement gros, qu'il est plus gros qu'un ego d'une personne, il est plus gros que les intérêts d'une entreprise, si vous voulez, il est probablement plus gros qu'un village, d'une ville ou d'une province, parce que c'est un enjeu planétaire. Fait que là, il dit, parlez-moi du faire ensemble. Il dit, oh, sinon, je ne suis pas à la bonne place. Vous engagerez quelqu'un d'autre qui viendra diriger quelque chose. Puis moi, je ne serai pas le directeur du projet, je vais être le leader, celui qui va amener le faire ensemble. Eh bien, merci beaucoup. On passe à notre deuxième panéliste, puis on échange plus sur ça plus tard. Donc, excuse, t'es trop... Juste peut-être avant, là, je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui commencent à rentrer. C'est parfait, c'est excellent. Je vous laisse voter, puis je vous dis, c'est ce qui va alimenter le panel tout à l'heure. Donc, continuez comme ça va bien. Good. Donc, j'invite notre deuxième panéliste, Stéphanie Vallée. Donc, Stéphanie Vallée a vraiment un profil atypique. Elle est bachelière en communication et administration de l'Université Laval. Elle a aussi un DEC en arts et technologies des médias. Elle est originaire du Lac-Saint-Jean. Elle a travaillé 7 ans pour le gouvernement du Québec avant de devenir femme d'affaires au Canada et en Asie. Elle parle 4 langues. Elle a fait déjà 3 conférences TEDx. Elle est artiste peintre accomplie ayant vendu plusieurs tableaux en Chine. C'est aussi une ex-athlète de l'équipe nationale en kayak en eau vive. Elle a conseillé les entreprises en Asie du Fortune 100 en matière d'innovation et de leadership, dont Bosch, Schneider, Bayer, Apple, LVMH, Airbnb et plusieurs autres. Depuis son retour au Québec en 2019, elle a dirigé le 3e plus grand centre d'appel au Canada de la filière Bell. Et depuis 2020, elle a laissé tomber, elle a mis derrière elle sa carrière de gestionnaire pour devenir chercheur. Elle travaille actuellement sur un modèle d'auto-audit numérique durable qui sera mis à la disposition de 6 partenaires régionaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en décembre prochain. C'est sa première apparition en public à titre de candidate à la maîtrise en gestion des organisations. Elle a dit qu'elle s'amenait ici avec beaucoup d'humilité face aux écrits scientifiques et aux personnes dont elle s'inspire. Donc, merci d'accueillir Stéphanie Vallée. Merci d'être avec nous, Stéphanie. Quand on a parlé avec toi, on a été vraiment surprise de ton discours. Je pense qu'on s'était fait une idée d'un peu ce que tu allais dire, puis c'était vraiment à l'opposé de ce qu'on pensait, puis on était vraiment agréablement surpris. Nico, tu nous diras si le son de Stéphanie est bon. Puis, on va te laisser vraiment ton 10 minutes de gloire. Toi, tu es qui comme personne? Qu'est-ce que tu véhicules comme message? Oui. Je sais qu'il y a en ce moment dans ta vie vraiment l'expérience de ta recherche, donc tu as beaucoup à dire sur ça. Mais on veut aussi qu'on prenne le temps d'exprimer ton expérience que tu as eue en Asie, soit en Chine, parce que je pense que c'était vraiment, pour citer Jonathan, ta couleur vient un peu de là réellement. OK, parfait. D'abord, est-ce qu'il y a des Chinois dans la salle? Non, OK, j'aurais pas besoin de parler chinois. C'est bon, ben merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et surtout d'être à côté de ces valeureux panélistes. Sincèrement, il va y avoir des beaux échanges aujourd'hui. Puis vos questions vont aussi alimenter ça. Donc, je vais commencer par parler de ma recherche. J'ai rencontré 30 PME dans les 3 derniers mois pour leur demander comment ça se passe, la transition numérique pour eux, mais sans leur dire que c'est ça. Autrement dit, en 2019 et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Racontez-moi les défis que vous avez eus puis comment vous fonctionnez. Alors, pendant 2 heures d'entretien, on m'a parlé des difficultés, on m'a parlé des nouveautés, on m'a parlé des opportunités saisies ou manquées. J'ai pris des notes. Et puis, c'est en fait un genre de conondrum dans lequel je les ai mis, puis qui les a fait s'auto-actualiser pour se rendre compte, en bout de piste, que, ils ont fait du chemin, A, et B, ils n'ont pas nécessairement pris conscience de la mesure du chemin qu'ils ont fait, parce que dans la plupart des cas, ils n'avaient pas planifié ce chemin-là.
Puis là, je m'explique. Ils ne savent pas qu'on est dans la 4e révolution industrielle. Deuxièmement, ils ne savent pas non plus nécessairement c'est quoi l'industrie 4.0. J'avais une nomenclature de 30 termes associés à l'industrie 4.0, dont, par exemple, là, on va savoir cybersécurité, on sait c'est quoi, intelligence artificielle, on sait c'est quoi, mais si on parle d'un PaaS, d'un MBaaS, si on parle de jumeaux numériques, non, pas nécessairement. Pourtant, pour ces PME, ce sont des termes qui sont importants dans leur transition, dans la nouvelle génération de leur entreprise. Alors, ce sont des entreprises de plusieurs industries. Ce ne sont pas nécessairement toutes du manufacturier. Il y en a des petites, il y en a des moyennes, il y en a des très petites. Et c'était très intéressant d'entendre justement ces gens-là dire, bien, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer à la prochaine étape ou si on est encore capable de maximiser le statu quo? Donc là, moi, je suis présentement dans cette étude qualitative-là. Je suis en train d'agréger les réponses et puis d'en faire une grille d'analyse qui va me permettre de créer un auto-audit numérique. Moi, je me suis spécialisée depuis 2 ans à étudier les audits numériques 4.0 pour comprendre d'abord l'historique, comment ça a évolué depuis l'avènement de l'industrie 4.0 en 2011 en Allemagne. Et moi, à ce moment-là, j'étais déjà en Chine. Et puis, quand j'ai vu justement ça apparaître, je n'ai pas vraiment réalisé qu'on était dans la 4e révolution industrielle. Moi, il faut comprendre, en 2008, je suis arrivée en Chine, je devais être là pour les Olympiques, puis mon parcours a bifurqué à la dernière minute en me disant, ben non, je vais aller faire des tableaux à la place, puis je vais les vendre là-bas. C'était quand même assez ambitieux parce que quand je suis arrivée là-bas, les Chinois m'ont dit « Oublie ça, t'es pas Picasso, t'es pas Rembrandt, les Chinois achètent que des grandes marques, ça ne marchera pas ton affaire. En plus, tu parles pas chinois, bonne chance. » Donc, mais ça, j'aime ça, moi. Quand on me dit qu'on n'a pas le droit d'y aller, des fois, ça me donne le goût, justement, d'aller défricher puis de voir qu'est-ce qui est possible de faire dans les règles évidemment légale. Donc, je me suis retrouvée justement à apprendre le mandarin et aussi l'anglais, que je ne parlais pas très bien en passant l'anglais quand je suis arrivée là-bas. Et puis, à vouloir finalement positionner une offre pour le marché chinois. Je vais vraiment vous épargner une multitude de détails et d'anecdotes croustillantes, là, parce que c'est une autre planète quand on arrive là-bas. D'abord, il faut apprendre à parler, à marcher, à manger, à respirer, à regarder. Il n'y a rien de pareil. Donc, c'est vraiment un choc culturel immense. Mais une chose que j'ai remarquée, c'est que les Chinois ont une avidité, un désir, un vouloir d'avancer, parce que la classe moyenne, au moment où j'étais là, était juste au tout début là, de pouvoir justement se multiplier, s'émanciper. Alors, imaginez, moi, j'étais à Shanghai. Shanghai, c'est 25 millions d'habitants. Tu sais, c'est presque aussi gros que le Canada, 37 millions. Donc, imaginez, c'est une ville. Donc, moi, dans une ville, j'ai l'équivalent presque de mon pays. Où est-ce que c'est l'univers des possibles? 2010, c'est l'Expo universelle qui est arrivée à Shanghai. Alors, encore là, ça a été l'ouverture sur le monde et tous les pays qui arrivaient avec leur savoir technologique, avec l'ambition de vouloir justement acquérir des nouveaux marchés, développer des nouveaux marchés, se sont retrouvés à devoir adapter énormément leurs pratiques. Et moi, je me suis retrouvée dans cet axe-là, comme artiste peintre. Je faisais des shows, puis en même temps, j'étais invitée par des compagnies. Puis je me suis mis à expliquer la créativité, je me suis mis à expliquer l'innovation, à expliquer le processus créatif. Et rapidement, je me suis retrouvée avec des hubs d'innovation et une compagnie qui s'appelle China Bridge Innovation, sino-américaine, pour justement parler avec les têtes, les CEO des grandes entreprises, puis dire, bien, là, le top-down, ça ne marche plus. Il faut que ça vienne du bas. En même temps, moi, je faisais une formation en coaching exécutif, fédérée par la International Coach Federation. Ça permet à la personne de comprendre qu'on est sur le même niveau et qu'on a des référents qui se ressemblent. Puis en Chine, il y a quelque chose d'intéressant culturellement, c'est-à-dire le lieu commun. Il y a toi, il y a moi, 2 cercles, et quand on se rencontre, on ne s'attend pas à être pareil, comme au Lac-Saint-Jean.
Au Lac-Saint-Jean, on s'attend à être pareil. On se parle, puis hey, si on est pareil, on est chum. Mais si on n'est pas pareil, on n'est pas sûr. Mais en Chine, on aime ça quand on n'est pas pareil, qu'on se rencontre, puis que les deux cercles se rencontrent, puis il y a un milieu ici, là. Puis cette petite zone-là où les deux cercles se croisent, c'est l'univers des possibles. C'est celui où est-ce que les deux entités apportent une contribution tangible avec laquelle on avance. C'est là où est-ce que justement les cercles se mettent à bouger. C'est vraiment extraordinaire. Cet espace-là, c'est précisément là où moi, j'ai trouvé ma zone, où est-ce que j'ai trouvé ma valeur ajoutée et que j'ai fait des conférences. Mais en Chine, on ne parlait pas de la 4e révolution industrielle, on parlait du virage client. Ici, on parle de la 4e révolution industrielle, on parle de l'industrie 4.0 et on parle des machines qui soutiennent les processus en étant interconnectés. Moi, je me souviens d'avoir été dans des foires d'innovation où c'était le buzz. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est incroyable. Il fallait courir pour arriver à tenir le rythme. Ça va tellement vite. Et les Chinois qu'on pense qu'ils copient, en réalité, ont commencé à innover. Je suis un peu coupable d'une petite portion de ça dans l'écosystème où j'étais. Mais en quelque sorte, la créativité, ça s'apprend pour tout le monde ou ça se réapprend. Il faut défaire les silos. Et surtout, il faut réapproprier les gens d'un pouvoir qui est naturel, celui d'innover, celui de faire mieux avec l'existant, pas de faire mieux différent ou on pense que l'innovation, ça sort de terre comme une nouvelle pousse, mais en réalité, c'est des racines qui sont toutes interconnectées. Donc, moi, ici, dans ma recherche, ce que je souhaite, c'est faire prendre conscience aux PME qu'elles sont déjà en train d'innover et que, oui, évidemment, tu as besoin d'un plan pour pouvoir faire de la transition numérique, mais c'est comme le gym. À un moment donné, si tu attends d'avoir le bon coach pour commencer à t'entraîner, le bon gym, ton abonnement, ça se peut que tu y ailles pas ou que ça attende encore 2-3 ans. Mets-toi en marche, cours, puis l'avion va se bâtir en vol. Ça, c'est un peu ma théorie. Good. Hey, merci beaucoup. C'était vraiment très clair. J'avais orienté des questions pour que tu redises la même chose qu'on avait dit, mais tu as redit la même chose. Donc, ben merci. On va accueillir notre dernier panéliste. Donc, merci. Je me permets d'accueillir Benoît Cormier. Benoît Cormier est président de GLM Conseil et titulaire d'un baccalauréat en génie industriel de l'UQTR, si je ne m'abuse. Il est également diplômé en logistique par le ministère de la Défense nationale. On souligne qu'il n'a pas payé son parcomètre. Et en marketing digital et en valorisation des données par l'Institut Google. Il a occupé divers postes d'expert en optimisation. Excusez, je vais juste changer. Je fais plusieurs choses en même temps. En optimisation, autant dans le secteur privé et public, et il a fondé GLM Conseil en 2013. GLM est reconnu pour sa veille technologique dans le secteur manufacturier et l'accompagnement des dirigeants pour améliorer l'intelligence opérationnelle et technologique. Benoît Cormier est aussi président du Centre de valorisation des données manufacturières du Québec et il a initié le répertoire manufacturier.Québec qui favorise le développement et l'approvisionnement local au Québec en rassemblant plus de 16 associations manufacturières et plus de 5000 manufacturiers. Donc, merci beaucoup, Benoît, d'être joint à nous aujourd'hui. Ça fonctionne, oui, merci. Oui, on t'entend très bien. En passant, je peux-tu, juste avant que tu me poses une question? Ah, Moi, je trouve ça drôle parce que j'ai vu Denis, es-tu encore là, l'agacé? Es-tu parti pour vrai? J'ai vu comme 3 professeurs que j'ai eu. J'ai vu des gens qui m'ont dit non dans la vie. J'ai eu des clients aussi. J'ai une stagiaire qui est ici chez nous. C'est génial. Je trouve que c'est un beau... Des gens avec qui j'ai travaillé aussi dans le passé. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Good. Merci. En fait, question pour lancer la discussion. Qu'est-ce que les entreprises doivent prévoir pour entamer la transformation numérique? Tu me lances ça tout de suite. Prévoir. Bien, en fait, je vais aller assez simple, là, puis je vais aller avec un acronyme que j'ai un client un jour qui m'a dit, il m'a parlé du PPT. Avez-vous déjà entendu parler du PPT? Ça vous dit quelque chose? Le People, Process, Technology. C'est qu'en fait, si tu n'as pas les bonnes personnes, tu n'as pas une bonne mobilisation, une bonne stratégie d'affaires qui est alignée à tous les niveaux. Là. Quand on parle de stratégie d'affaires, on ne parle pas de conquérir le monde. Là. On parle d'opérationnaliser des activités clés qui sont... Que ça a un impact stratégique à court, moyen, long terme, mais de toujours revenir sur cette stratégie-là
Ça, c'est la première étape. Puis les humains ont besoin d'une stratégie, honnêtement, le chaos. Puis j'aime, tantôt, tu parlais d'innovation, mais on peut innover à travers une stratégie. Tu n'es pas obligé de toujours réinnover tout le temps. Je pense que dans les activités, oui, dans la façon de voir les choses, d'avancer, mais je pense que ça prend une ligne directrice. Puis quand cette ligne-là, elle pivote d'une journée à l'autre, tu perds les gens dans tes projets. Fait que trop de projets, trop de désalignements, pas de succès, pas de résultats, ça, c'est sûr. T'sais. Quand on parle des process, il y a plein de gens en génie industriel aujourd'hui, je ne reviendrai pas, mais souvent, je vois, on cartographie un processus, on dirait qu'on prend une photo de la situation actuelle. Je pense qu'on est rendu à un niveau aujourd'hui, avec la connaissance des gens, l'éducation des gens, je pense qu'il faut que tu cartographies le processus désiré. Puis souvent, j'arrive dans les entreprises, puis ça me fait rire parce qu'il y a des équipes de 5-10 personnes qui ont passé 2 semaines à cartographier de quoi d'incroyable. Mais on est loin de ce que le client a besoin. On a centré nos processus, puis on a mis de l'importance sur des processus qui ne devraient même pas exister. Là, après ça, on se dit, on va numériser ces processus-là. On a fini. On est rendu à l'étape de numériser. Yes, on choisit un logiciel. Fait que, dans 80% des cas, on fait un processus, on sélectionne un logiciel. La réalité, c'est pas ça. Puis quand on parle des technologies, ben là, il y a le cycle de vie des technologies qui est très mal perçu au Québec ou mal compris peut-être. Là. Quand on parle d'un cycle de vie, une technologie en soi, il n'y a pas aucune technologie idéale, ça n'existe pas. Là, on entend beaucoup parler des SAP, des Microsoft, des plus petits joueurs, puis même, je vois les systèmes de traçabilité. Tous ces systèmes-là, en fait, s'ils sont alignés sur la stratégie, puis que les processus sont optimisés. Puis j'ai pas aimé la description au début que vous avez faite, puis c'est plate parce que c'est l'introduction de votre podcast. Hein, mais c'est ça le but aujourd'hui. Là. Exactement. Pour moi, la technologie, c'est la réduction de dépendance envers les individus. Quand on parle d'une industrie 4.0, pour moi, c'est... Je veux pas qu'on enlève les gens, mais si on automatise physiquement, c'est parce qu'on veut réduire la dépendance envers des individus dans quelque chose qui n'a pas de valeur ajoutée. On ne crée pas de la valeur. Puis d'un autre côté, dans un processus administratif ou un processus de traçabilité, on réduit la dépendance envers des gens qui supportent des processus qui ne créent pas de valeur pour le client. Excusez, je reviens en avant. J'avais-tu le droit de faire ça? Ben oui, ben oui. Absolument. Non. Je suis sûr que vous allez couper. C'est blague. On était rendu, OK, puis là, je parlais du PPT, puis après ça, ben, c'est une question de budget. C'est drôle parce que, puis je sais pas si les gens étaient tantôt à Génic, puis non, il y a plus de monde que tantôt, là, mais Génic puis Nexis parlait de Excel Pro parlait que, le rêve des gens, puis ils demandaient aux gens, c'est quoi le rêver un bateau, puis je vais vous poser des questions, voulez-vous une voile sur votre bateau de rêve? Là, les gens, ah oui, assis-toi. Là, à la fin, dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'était une chaloupe. Mais la réalité, c'est que si l'entreprise a ce qu'elle veut, bien, après ça, on va regarder le budget. Il y a des ratios qui existent de benchmark que les gens ne se positionnent pas. Exemple, en manufacture, on parle de 2,7 % de chiffre d'affaires. On parle d'entreprise de service, on parle de 4,8 % du coût des opérations. C'est des indicateurs de base qui permettent, après ça, de définir un budget pour être capable de se transformer. Puis encore une fois, ce n'est pas l'entreprise qui doit se transformer. L'entreprise doit s'adapter à une nouvelle réalité. C'est vraiment là qu'on le vit. Fait que, quand on parle de technologie, souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est tu ne peux pas explorer un nouveau monde avec une vieille carte. C'est un peu, dans le temps, les explorateurs partaient, là, ils dessinaient des cartes, là, la carte n'avait pas de sens, la terre était plate. Aujourd'hui, on arrive dans les entreprises. Non, mais ils disent, là, nous autres, ce qu'on veut, c'est un logiciel, on est rendu. Il est rendu, go, montre-moi, choisis mon logiciel. OK, qu'est-ce que. Et où la stratégie? Non, regarde, mes processus sont là. Puis là, tu regardes les processus. Non, mais on est tous capables de faire ça, faire des processus. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ton industrie s'en va où? Ton client va se positionner où? Puis là, j'ai aimé Alain. En fait, découverte pour moi, Alain, en passant, je suis comme un client d'eux autres par la bande. Je connais son équipe, mais pas lui. Puis j'ai été impressionné du discours en passant. Mais tu sais, c'est un peu ça. Comment tu t'hybrides avec ton client? Quand je parle d'hybridation, c'est de travailler ensemble vers des objectifs communs. Tu as tellement dit tantôt de sortir du garde-robe. Si vous saviez les gens qui m'ont sorti du garde-robe, mes clients, là, qui m'ont fait avancer dans la vie, c'est incroyable. Tu sais, des fois, j'ai embauché des gens ils se sont braqués et ont eu peur de ça quand le client est allé les voir. Mais c'est le meilleur moment de revoir ta vision des affaires et de reconfigurer ta façon de faire au quotidien. Tu sais. Fait que tantôt, tu as dit, tu as sorti ton client. Si vous saviez le nombre de fois que, mettons, les gens de Stelle Pro m'ont sorti du garde-robe et ont dit, hey, là, il est ici, pour t'expliquer, nous autres, on s'en va là. T'en vas là. Ah ouais, OK. Mais tu sais, j'ai été chanceux. Synapse a été acheté par Stelle Pro. Après ça, on est rentré. Aujourd'hui, on s'en va au Mexique bientôt. C'était pas prévu dans ma vision de m'en aller au Mexique. T'sais. On a signé VKI, on a été acheté par Keurig. On est rentré chez Keurig. Toute la vie a été bâtie sur des échecs qui, tout le temps, nous ont replacés. Fait que j'ai aimé ça, je vais l'utiliser à cette heure. Moi, en tout cas, j'ai été sorti. J'ai pas sorti du garde-robe, mais je me suis fait sortir du garde-robe. Il en faut un qui sort, puis il y en a un qu'il faut qu'il soit dedans pour que quelqu'un puisse le sortir. Donc, c'est parfait. C'est en plein ça. C'est les clients qui nous ont fait grandir. On n'avait pas une vision de devenir grand. Exact. Tu avais aussi mentionné l'importance de la volonté de l'entreprise dans ce processus-là. Tu avais vraiment parlé beaucoup. Il faut se préparer. Il
pour faire une planification, il faut avoir notre budget, il faut avoir des indicateurs, mais tu as parlé, puis nous autres, ça nous avait vraiment beaucoup marqué. Il ne faut pas juste le dire, il faut le faire, puis il faut avoir la volonté de prendre les actions. Je sais pas si je m'en vais à la bonne place, là, mais c'est sûr que le pilotage, c'est un des gros enjeux. Là, je vois les étudiants, souvent, vous sortez, vous allez arriver dans le marché du travail. Le plus gros enjeu, c'est quand il n'y a pas d'imputabilité dans l'organisation. Puis ça, là, c'est... Tu sais, à la base, je reviens au people tantôt, il y avait le PPT, là. Mais tu sais, à la base, avant même de faire les processus, on devrait déjà déterminer qui est le pilote de la transformation. C'est pas obligé de le président. Tu sais, le président, l'équipe, l'exécutif, eux autres doivent aligner une vision. Puis le pilote, il doit s'assurer que les projets, là, parce que tu peux pas faire 400 projets. Tu sais. Tu peux pas en faire 30. 6, 4. Si tu en as 2, là, tu es aligné en tabarouette. Là. C'est 2 projets. Excusez, tabarouette, ça va. Puis les 2 projets que tu vas faire après ça, là, ben, ça te prend un sponsor. C'est quoi un sponsor? C'est un promoteur. C'est quelqu'un à l'interne qui va être capable de faire, bien, c'est exactement ce qu'il disait tantôt, de mobiliser les gens, de les faire bouger, de s'assurer qu'ils sont constamment en mouvement. J'ai aimé ton exemple tantôt, là. Mais c'est exactement ça. Le pilote, c'est la personne qui va lever le flag, c'est quelque chose qui ne marche pas. On s'assoit, on ouvre la table. Là, je réutilise ce qu'Alain a dit tantôt, puis c'est ça le secret dans tout ça. T'sais. Puis après ça, tu as des super utilisateurs, les faisceaux de processus, on va dire ça. Là, ça les prend dans l'équipe. Ça en prend là, des leaders, des chargés de projet, puis pour chacune des initiatives. Mais ça reste que quand l'organisation s'assied avec la stratégie, puis décale après ça avec les initiatives, si les projets ne sont pas alignés, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement dans les usines, là, tout le monde déploie des gens de Gemba, des DMS, puis c'est comme rendu urgent, puis c'est numérique. J'y crois à cette vision d'affaires-là, à cette opportunité-là, mais si ce n'est pas attaché à la stratégie, puis que c'est rendu que tu gères tes actions à déplacer une poubelle, déplacer une table, c'est rendu une action, on n'est plus dans la stratégie d'entreprise. Ça veut dire que l'initiative, c'est comme si je mets des graines, mais dans la rue, là, on dit ça va pousser à un moment donné. Là, la rue, il y a plein de graines. À un moment donné, on va laver, on va tosser les graines. Puis ça ne pousse pas des patates dans de l'asphalte. Tu sais. C'est un peu ça qu'on voit dans les organisations. Il y a un manque de pilotage, un manque d'encadrement. Puis tu sais, l'expert technologique, là, c'est le dernier qui vient dans votre projet. Tu sais. Par contre, si vous ne voyez pas que l'économie elle change puis que l'industrie du numérique est en train de prendre place, pas juste dans les usines, mais dans les habitudes de consommation, vous ne serez pas capable d'attirer la main-d'œuvre puis de vous transformer à travers cette industrie-là. J'étais-tu à côté? Ou? Non? Écoute, moi j'écris pas ton discours, c'est ton discours. Moi, j'ai peur de partir avec Alain et de commencer à jaser. Ben, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis, je veux juste revenir à ton aspect de réduire la dépendance pour l'individu. Peut-être qu'on l'a mal, c'est moi qui lisais tantôt la définition, c'est peut-être moi qui ai mal lu comment on l'écrit. Mais qu'est-ce que tu veux dire par... Tu sais, je pense que c'est quand même un discours un peu commun, là, quand tu parles aux employés, vraiment. Tu vas me voler ma job, tu vas prendre ma job, moi, tu n'auras plus besoin de moi. Puis je pense que c'est ce que tu amènes quand tu dis qu'il va y avoir une réduction de dépendance, mais tu l'apportes tellement d'une façon positive comme étant un gain. Est-ce que tu peux établir un peu plus ce que ça veut dire? Je vais faire un lien simple. Là. Aujourd'hui, exemple, tu prends hotel.com. Tu ne parles pas avec quelqu'un. Avant, là, je voulais un hôtel, là, j'allais, j'en vois, j'ai Francis Bézet en arrière, ça fait longtemps, c'est comme précurseur avant moi dans le domaine de la transfo. Là, ça fait longtemps que je le vois dans le paysage. Puis, tu sais, avant, là, on prenait des hôtels, il fallait appeler. Là, on n'était pas sur Internet pour se pogner un hôtel à la Pocatière. Puis des fois, on arrivait dans des gîtes, des motels. Aujourd'hui, c'est tellement le fun. Tu vas sur ton application, tu parles à la personne, tu vas faire une réclamation. Il y a un chatbot qui est là. C'est même pas quelqu'un, mais ils ont réduit la dépendance au maximum. Fait que, le coût d'opération est tellement faible. C'est tellement centré sur le client. Je donne un exemple. Qu'en fait, là, dans leur compagnie, là, autre qu'aller faire du sharing, d'optimiser l'UX, sont carrément dans une réduction de dépendance d'individus. Puis le service client, je prends un exemple sans nommer les entreprises. Des fois, on voit ça, exemple, ils vendent un produit de consommation, là, exemple commercial. Puis là, ils ont un service à la clientèle à Vancouver, mais l'usine est à Terrebonne. Ils ont un service client à Sherbrooke. Ils ont un service client aux États-Unis. Puis là, tu regardes ça, ils ont 4 loyers, ils ont 4 personnes par service à la clientèle. Puis là, tu arrives avec un projet numérique. Là, ils sont en train de développer un genre de CRM que tout le monde va utiliser. Si on réfléchit avec l'industrie je fais mouiller en plus. Oui. Avec l'industrie d'aujourd'hui, tu devrais bien plus te dire comment j'élimine tous ces centres de service à la clientèle-là, puis que je reviens sur le client, comment je vais interagir avec lui. Arrête de faire ton processus d'intégration de service à la clientèle, puis revois complètement ton modèle de service client. Ouais, puis on pourra en parler dans l'autre partie un peu plus, mais quand on réduit la dépendance comme tu l'apportes, des fois, ça fait que l'humain derrière la tâche fait de la valeur ajoutée puis est plus valorisé dans ses tâches que des tâches un peu plus. Effectivement, la personne maintenant, je reviens à hotel.com, au centre de service client. Aujourd'hui, tu peux avoir un service client, mettons au Madagascar ici, sur une plateforme, 2 personnes qui améliorent constamment le chatbot, exemple. Fait que ces gens-là, c'est bien plus des analystes d'affaires, des intégrateurs que des
des représentants au service après-vente. Puis c'est là que les vrais gains technologiques de réduction sont là. Puis c'est là que tu tombes dans une autre game. Si tu veux te comparer d'un prix, tu es capable d'enlever 4 loyers, 12 personnes, puis tu sers 24 heures. Ça, c'est une transformation numérique, mais centrée sur le client. Oui. Fait que, l'opération, la machine n'est pas plus connectée dans l'usine. Souvent, là, je vais faire le lien. L'entreprise, quand elle nous a approché, elle a dit « Bon, ben Benoît, on voudrait optimiser, passer à 24 de l'heure par produit fabriqué. » Puis, tu sais, l'indicateur de productivité, tout le temps, on va voir de leur main-d'œuvre. Puis la réalité, quand tu me regardais au client, tu essaies de le centrer. Tu dis « Hey, as-tu pensé à ton service client? Il me semble que, je regarde ton pourcentage, ça vaut-tu la peine? » Puis quand tu perds quelqu'un au service client, qu'est-ce qui se passe? Les clients ne sont pas contents. La réduction de dépendance se fait là aussi. Je pourrais aller loin là, mais c'est bon. Je pense que ça fait un bon tour, puis ça va amener les sujets pour la suite des choses. On va maintenant introduire notre dernier panéliste, qui est ChatGPT, qui sera opéré par le professeur Sébastien Gamache. Une petite définition... On peut l'applaudir aussi. On peut l'applaudir aussi. Je tiens à souligner que Sébastien va être la voix de ChatGPT, donc ce qui va amener comme information, ce n'est pas nécessairement son opinion à lui. Parfait. Je vous lis une petite description pour faire appel à ce que ChatGPT est. C'est ChatGPT qui a écrit son propre introduction. Donc, c'est un modèle de langage développé par OpenAI. Il est conçu pour comprendre et générer du texte de manière cohérente. En termes simples, il s'agit d'un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour interagir avec les utilisateurs et répondre à leurs questions en utilisant un langage naturel, le langage qu'on connaît. Comment ça fonctionne réellement si vous n'avez jamais fait affaire avec ChatGPT? Ça fonctionne en utilisant les réseaux de neurones pour analyser des textes et apprendre comment les mots et les phrases sont généralement structurés. Lorsqu'il reçoit une requête, donc comme nous, utilisateurs, qu'on lui donne une demande, il génère une réponse en se basant sur les schémas et les informations qu'il a appris durant son entraînement. Cependant, il faut vraiment le comprendre, il ne possède pas de compréhension ou de conscience comme un humain. Donc, bienvenue parmi nous, Sébastien. Bonjour. Good. Je te laisse faire une petite introduction du modèle que tu as choisi aujourd'hui. Pourquoi on met des modèles à notre ChatGPT quand on interagit avec lui. Puis après ça, on pourra introduire ChatGPT là, réellement dans le panel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Là, on va dire que c'est moi qui parle, si vous me permettez. Puis après ça, on reviendra avec la voix robotique. Moi, je dis souvent que j'aime pas trop les panels dans la vie. Je fais juste une petite introduction, Marie, là, ça sera pas super long. Puis j'ai mis au défi, Marie et Jonathan, de créer un panel, finalement, avec des vrais humains puis des faux. Puis d'introduire peut-être l'intelligence artificielle, parce que ça reste la thématique du congrès. Pour ceux qui étaient là hier, qui sont là jusqu'à demain, ceux qui sont là pour aujourd'hui, ça reste que c'est la thématique. Donc, l'intelligence artificielle pour propulser la performance via l'interconnectivité, la collaboration. Puis, je connais pas le titre par cœur. Puis là, je me disais, ce serait le fun d'essayer un panel avec une intelligence artificielle qui reçoit des questions, qui interagit avec les panélistes, où on est capable d'aller chercher des contre-arguments. Pourquoi? Parce qu'on reste dans une société qui là, est en changement technologique majeur. Puis là, avec la grosse vague depuis le mois de novembre, là, avec ChatGPT, ça nous amène, surtout comme prof d'université, là, je dirais, à se re-questionner beaucoup sur notre valeur. Tu sais, moi, quand je donne un exemple, je donne un travail à des étudiants, fais-moi un texte de 1000 mots sur l'Internet des objets, je suis mort. Je peux plus demander ça à mes étudiants, là. Parce que les autres, ils vont aller sur ChatGPT, ils vont dire « Fais-moi un texte de 1000 mots sur l'Internet des objets, mets-moi des références là-dedans, puis bing bang, c'est fait. Fait que ça nous amène beaucoup à nous re-questionner, nous, comme professionnels, que ce soit là, je suis en enseignement, mais aussi en recherche. Tu sais, moi, mes étudiants à la maîtrise ou au doctorat, peut-être pas au doctorat, mais c'est un risque quand même que tu dis « Fais-moi une revue littérature sur tel sujet. » Il n'est pas exact là-dessus. Bing bang boom. Ouais, mais ça, il faut que tout le monde ait... Il faut qu'on ait validé référence après référence pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est ça. Fait que finalement, qu'est-ce que nous, comme directeurs ou comme chercheurs, on vient évaluer comme compétences? Ça nous amène à des défis qui sont énormes. Puis, moi, ça m'amène à vouloir un peu questionner la question suivante. C'est quoi la valeur de l'humain ou la valeur, en ce qui me concerne, c'est la valeur d'un professeur, la valeur d'un chercheur, la valeur d'un enseignant. Mais même nous, comme professionnels, comme ingénieurs ou comme humains, c'est quoi notre valeur? C'est quoi notre plus-value par rapport à ce qu'une intelligence artificielle peut faire?
Parce que si on pose la question, Marie, tu me dis, c'est quoi la transformation numérique? Je peux réécrire, puis je donner une réponse qui est drôlement similaire à ce qu'un humain d'une intelligence normale ou humaine pourrait donner. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour aujourd'hui, je suis allé m'ouvrir un ChatGPT que vous allez pouvoir voir tout à l'heure. Jonathan, c'est ça, là, c'est mon interface. On a une petite latence, mais c'est pas si grave que ça. Je leur ai expliqué le contexte, là, comme quoi on allait faire un panel. J'ai dit, j'aimerais que tu agisses de telle façon. Je veux un peu sonner un... Je sais pas si vous connaissez le test de Turing, où on veut voir si c'est un humain ou pas un humain. J'ai dit, je veux que tu me parles comme si tu étais un humain. Je veux que tu sois un peu enthousiaste, mais professionnel. Puis à un moment donné, ça me disait, puis si tu as besoin de me donner des exemples, donne-moi-en. J'ai posé quelques questions. Ça m'a donné des réponses un petit peu trop enfantines. Tu sais, ça reste professionnel et amusant et humain. Et il manquait quelque chose. Fait qu'à un moment donné, dans mon texte, je lui ai dit, OK, non, je voudrais que... Tiens, je pense que c'est ici. Je pense que j'ai pensé à Benoît à ce moment-là. J'ai dit, peux-tu essayer de répondre à nouveau à ces questions, mais comme un consultant en amélioration continue et en transformation numérique? Puis là, drôlement, les réponses ont commencé à devenir beaucoup plus intéressantes. Donc, je passe vite parce que je pense que... Oui, je vais même les cacher. Merci, Jonathan. Parce que je pense qu'on va vouloir les utiliser, ces réponses-là. Mais moi, c'est le modèle que je vais utiliser. C'est ces modifications-là que j'y ai faites, juste pour qu'ils me répondent rapidement avec un langage qui semble humain. Puis, il se met dans un rôle de consultant en amélioration continue et transformation numérique. Good. Ben, je laisserai ChatGPT se présenter si tu veux bien lui demander. Oui, pourrais-tu te présenter? Te présenter à l'auditoire? Comment je demande ça comme panéliste? Je ne sais pas si vous avez utilisé ChatGPT à l'occasion. C'est sûr que c'est une query qui est un petit peu, générale. Le reste du panel, là, je m'attends à formuler les questions peut-être un peu plus intelligemment que ça. Mais bonjour à tous et à toutes. Toutes et à tous, pardon. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Mais ne vous inquiétez pas, même si je ne suis qu'une AI... Non, ça marche pas, dans l'affaire. Je suis ici pour participer à la discussion comme l'un d'entre vous. Ma mission est de partager mes connaissances et d'apporter des perspectives sur les sujets qui nous réunissent aujourd'hui. Bien que je ne possède pas d'expérience personnelle ou d'anecdotes de café, mon vaste ensemble de données me permet de vous fournir des informations et des analyses sur une variété de sujets. Je suis ravi d'être ici, parmi ces panélistes éminents. Ah, ben oui, vous êtes éminents. Et j'ai hâte d'engager des conversations constructives avec vous tous. Alors, attachons nos ceintures et plongeons dans le monde fascinant du génie industriel et de la transformation numérique. Génial. Donc, on a nos 4 panélistes d'accueillis sur la scène. On va donc passer à la deuxième format. Là, je vais vous inviter à toutes vous lever, vous dégourdir un peu. On va changer la caméra de place, puis on va entamer le discours beaucoup plus panel comme on s'en attend. Si vous n'êtes pas encore logué au jeu, ça s'en vient. Donc, connectez-vous sur Minty, je ne me rappelle jamais du nom de l'application, mais connectez-vous, on change la caméra, dégourcissez-vous, allez chercher un verre d'eau, sortez pas de la salle parce que vous ne voulez pas manquer ce qui s'en vient, mais on se donne une petite minute là, de dégourdissement. Pour vous que vous appréciez, il y a déjà 1 heure de passer sur 2, donc je pense que ça va quand même vite. En tout cas, nous ici, ça a l'air d'aller vite, très vite. On va introduire la deuxième partie, soit le panel avec nos 4 panélistes, ChatGPT, Alain Lemieux, Stéphanie Vallée, puis Benoît Cormier. On va commencer, comme vous l'avez dit, ça va être spontané. On y va vraiment pour discussion pub décontractée. Donc, on va poser des questions aux panélistes un peu plus de façon standard, mais on a invité les panélistes à se poser des questions entre eux, à soulever des débats de pensée, puis à introduire ChatGPT dans tout dans toutes ces discussions-là. On va commencer avec un petit jeu qui est qui a dit quoi? Donc, c'est vraiment bon que Sébastien vienne de l'introduire. On va faire le test de Turing. Est-ce que vous êtes capable de savoir qui est ChatGPT dans les questions? Jonathan va expliquer un peu plus le fonctionnement du jeu. C'est là qu'on veut que vous ayez vos téléphones dans les mains. Là. Oui, donc si jamais vous n'êtes pas connecté à Menti, le code s'affiche présentement à l'écran. Le code en haut. Attends un petit peu. Oui, il est en haut. Il faut aller sur menti.com et le code en haut va rester là. Et là, on va présenter les premières. Donc, c'est 4 réponses qu'on a eues à la question « Que veut dire readiness numérique pour vous? » Donc, nos 4 panélistes ont répondu en amont à la question. On va vous lire les définitions, on va les laisser afficher au tableau aussi. On vous invite,
On va les lire, puis après ça, la question va être active sur votre écran. Donc, on se donne le temps. Je lis la première option. C'est un C'est un baromètre de la capacité d'une organisation à plonger dans le monde du numérique. Cela englobe la maturité technologique, mais aussi la culture d'entreprise, les compétences des employés et la volonté des dirigeants à s'engager dans cette voie. L'option 2, c'est l'implantation d'une culture d'entreprise par l'ouverture au changement, l'expérimentation et l'innovation. Le tout porte sur la capacité à le faire et à y croire. Ce n'est pas si on va le faire, mais comment on va le faire. L'option 3, c'est la préparation à un audit numérique en multiples phases alliée à un sentiment de compétence. Pour le gestionnaire, il s'agit d'avoir pris la mesure du virage numérique pour son organisation, d'être lucide par rapport à cela avant d'entreprendre un audit numérique. Et la quatrième option, c'est le travail qui doit être fait en amont et la capacité à initier et à accompagner le changement organisationnel. C'est mettre en place les facteurs de succès avant d'investir de l'argent pour s'assurer de choisir les bonnes technologies pour pérenniser. Donc, on les laisse afficher. Faites-vous votre idée, puis on ne les laissera pas afficher. Faites-vous votre idée, on part le quiz. Pensez-y, chers panélistes, puis quand les résultats vont être affichés, vous allez pouvoir indiquer la réponse selon vous ou jouer sur votre téléphone, là, peu importe. Moi, je n'ai pas mon téléphone. Tu le feras avec tes mains. Ah, d'accord. C'est bon? J'espère que vous vous êtes rappelé de qui vous étiez dans tout ça. Oui. Ah oui. Je pense que tout le monde sont pas mal prêts. Oui. Je vois qu'il y en a déjà 28. C'est bon, ça? On joue? C'est parti. Donc, vous avez maintenant 20 secondes pour répondre. Qui est ChatGPT? Qui est ChatGPT? Sont de même. Fait qu'il y a de gauche à droite, en haut, en bas. Ouais, j'ai pas fait la même chose. Ah. Moi, j'ai pas Le mes prochain, lunettes, excusez. j'ai pas mon On va téléphone, clarifier pour c'est le pas prochain. Donc, quand même. Donc, effectivement, 12 personnes ont eu la bonne réponse. C'est quand même la moitié, presque la moitié. Sur 28, pas la moitié tout à fait. Ben, à peu près, là, on est proche. Puis peut-être une petite question supplémentaire avant qu'on passe à la diapositive suivante. Est-ce que les panélistes, vous avez trouvé votre propre réponse? Oui. Bien sûr. Est-ce que vous avez trouvé qui était ChatGPT? Oui. Oui. Good. Et Alain, c'est laquelle la tienne? La 2. La 2, Ben, moi, Stéphanie? c'était celle qui était en deuxième, là. En bas. en bas à La gauche. trois. La Ouais, 3. c'est la 3 d'abord. Ouais. Moi, c'est la 4. C'est la Good. 4. Bien, effectivement, Ah, d'accord. vous avez bien trouvé cette portion-là. Merveilleux. Donc, maintenant que vous avez compris le jeu, on en a 2 supplémentaires. Les options vont tout le temps être dans le même ordre, là. Donc, 1, 2, 3 et 4. On passe à la deuxième question. Quelle est la différence entre une transformation et l'amélioration continue? Donc, option 1. L'amélioration continue est un processus en continu de changement dans le but d'améliorer une exécution. La transformation est le résultat de l'amélioration continue. L'option 2. La transformation est liée à l'évolution de la société, des industries et des opportunités d'une nouvelle création de valeur, tandis que l'amélioration continue est le mécanisme de capture de la valeur. L'un ne va pas sans l'autre. L'option 3. La transformation est un changement radical, souvent disruptif. Pensez-y comme une refonte complète de la maison. L'amélioration continue, en revanche, est un processus d'optimisation constant où on peaufine et on ajuste. C'est comme retaper la maison pièce par pièce. Les 2 approches sont cruciales, mais servent des objectifs différents. L'option 4, l'amélioration continue n'a ni début ni fin. Elle est circulaire et s'auto-alimente de son propre mouvement vers l'avant. À mon sens, la transition numérique s'inscrit dans une logique d'amélioration continue assistée de nouveaux moyens technologiques. La somme des phases de la transition pourrait mener ou non à une transformation. Faites-vous votre idée. Le vote est ouvert. Qui est ChatGPT, mais aussi qui a raison. Ah, Ça, c'est pour plus tard. Le débat sera ouvert pour plus tard.
On demanderait à ChatGPT de rester avec les réponses de l'intelligence artificielle, s'il vous plaît. Pour pas que ChatGPT se divulgage. Good. Donc, prenez le temps de voter. Stéphanie, tu mettras l'indication que tu penses qui est la bonne réponse. Ouais, j'aurais dû retenir les chiffres. Vous êtes bon. On s'améliore. Vous On êtes bon. s'améliore. Là, c'est 50 %. S'il y a 28 inscrits, 14. Donc, effectivement, l'option 3 était ChatGPT. Est-ce que vous seriez capable de savoir quel était le discours de Alain Lemieux? Ouh! On va afficher les résultats. Vous allez vous faire une idée. Voilà. Donc, Alain avait l'option 1. Benoît, l'option 2, ChatGPT, la 3, dont 50 % ont trouvé la bonne réponse. Et puis, Stéphanie avait l'option 4. On joue à la dernière question. Je peux le demander à ChatGPT. Dernière question. Quels sont les facteurs de succès d'une transformation numérique? Option 1. Les facteurs clés de succès incluent le leadership engagé, une stratégie bien définie, l'allocation de ressources adéquates et une culture qui encourage l'innovation et l'adaptabilité. Pensez également à choisir les bonnes technologies et à développer des compétences numériques au sein de votre équipe. L'option 2, c'est l'écoute-action, ancrée sur les données et une vision. L'option 3, c'est une vision claire de l'entreprise en plus d'avoir un plan stratégique et numérique. C'est investir et non pas dépenser. La démarche doit être supportée par la direction. Il faut définir, mesurer, analyser, implanter et contrôler. Il est impératif pour que le succès des projets soit mis en lumière à ce qu'il faille saisir le besoin, prendre le temps de valider l'expression du besoin avant de l'implanter, s'assurer de l'engagement des parties prenantes et d'un suivi constant de la réalisation. L'option 4, c'est avoir un plan stratégique communicable aux employés et partenaires. C'est avoir un plan de transformation numérique qui supporte la stratégie et qui est centré sur la création de valeur pour les clients. On applique les facteurs de succès et on doit définir clairement le budget nécessaire avec les étapes à franchir. Donc, on vous laisse réfléchir et puis on va ouvrir le vote. Est-ce qu'on va battre le 50 % pour la dernière question? Avez-vous remarqué des tendances? Ça vote rapidement. Il y a des gens qui sont confiants. Roulement de tambour. Yeah! Oh, On s'est bravo. amélioré avec le temps. Donc, génial! L'option 1 était ChatGPT. Alain, tu avais la deuxième réponse. Donc, tu as confondu les gens au niveau de ta définition. Ils pensent que tu es ChatGPT. 7 personnes quand même dans la salle. Donc, voici les réponses de nos panélistes. Des fois, je me demande, nous, on a joué hier, puis on avait déjà échangé, puis on était capable quand même de cibler qui avait dit quoi, plus par principe qu'on avait échangé avec vous. Fait que j'imagine que les 10 minutes de rencontre avec les panélistes vous ont aidé peut-être à éliminer rapidement des réponses. C'était tout pour le jeu Qui a dit quoi? On espère que vous avez apprécié. Continuez d'écrire vos questions dans le Q&A. On va commencer rapidement là, à en inclure dans le débat d'aujourd'hui. Débat. Discours, on va dire, mais On va voir. moi, je faisais du débat à l'université. Et il y en a déjà vraiment beaucoup, là, donc ça va déjà alimenter beaucoup les discussions. Est-ce que... Moi, j'ai une première question. Vas-y. Tantôt, puis ça va lancer la discussion, on parle tout le temps de transformation numérique, mais toi, Stéphanie, tu dis tout le temps transition. J'aimerais ça que tu expliques un peu pourquoi tu différencies les deux, puis qu'est-ce que vous en pensez, vous, autres panélistes, de cette différenciation-là? D'abord, je pense que Alain avait fait une petite référence à ça dans son intro, il me semble, vous me corrigerez. C'est pas toutes les entreprises qui vont se transformer. Pour moi, une transformation, c'est... Puis je l'ai vécu là en Chine. J'ai assisté à une compagnie qui, elle faisait du recyclage
de matière, des déchets, tout ça, faisaient du recyclage. Puis ils ont décidé complètement de se transformer puis de faire du recyclage des eaux usées. Parce qu'il y avait eu un repositionnement par rapport à un pôle stratégique du gouvernement, machin. Donc, bref, il fallait qu'ils fassent un virage à 180 degrés. Donc, vous pouvez imaginer, c'est 30 000 personnes qui devaient apprendre, qui pagayaient tout le temps à gauche. Là, il fallait qu'au lieu de pagayer à gauche, il fallait qu'il y ait des patins à roulettes puis qu'ils avancent à la place. C'est comme changer de sport, là. Même si c'est toutes les deux un sport en mouvement. Donc, pour moi, ce n'est pas toutes les entreprises qui vont se transformer, mais par contre, il va y avoir des transitions, c'est-à-dire d'un niveau de maturité numérique à l'autre. Par exemple, on parle beaucoup dans la littérature des niveaux de numérique. On va parler, par exemple, de débutants, intermédiaires, avancés. Bon, Sébastien Gamache a une thèse, d'ailleurs, que je vous recommande de lire, sur les degrés de maturité numérique. Moi, c'est un des fondements de mon travail également de chercheur. Donc, il faut penser que d'un niveau de maturité numérique à l'autre pour l'entreprise, ça peut sembler être comme une transformation de leur façon de travailler, mais en réalité, l'essence de la business demeure la même. Et les gens vont peut-être changer un peu leur façon de faire, mais ils ne changeront pas complètement leur job. Oui, il y a des nouvelles jobs qui vont arriver. Il y en a d'autres qui vont peut-être disparaître. Mais tout ça, pour moi, c'est une transition, c'est un mouvement vers l'avant. Quand on parle d'un niveau de maturité débutant versus expert, c'est plus la même entreprise, c'est sûr, parce que, par exemple, moi, j'ai vu des usines en Chine qui étaient sur la terre battue avec un globe suspendu au plafond puis pas de fenêtre. Ils faisaient de la soudure en pantoufles d'hôtel. Tu sais, pas de casse. Puis tu repasses 1 an et demi plus tard, puis là, c'est les planchers qu'on se voit dedans, des lumières calibrées. Là, c'est vraiment d'autres choses. Ils font autre chose, mais ils font tellement dans un décor différent. C'est comme versus un camp dans le bois versus un condo à Bromont. C'est pas pareil, mais tu es toutes les deux dans un contexte où est-ce que tu vas chercher un produit ou un service, une expérience. Donc, moi, je prône de parler de la transition. Pourquoi? Parce que la PME, l'entrepreneur, lui, gère le risque. Puis lui, quand tu arrives, puis tu débarques, puis tu lui dis, là c'est la transformation numérique, man, là. Faut que tu t'attelles, là. C'est plus de même que ça marche. Mais le gars, il va dire, OK, je veux bien, là, mais moi, hey, faut pas trop que ça me coûte cher. Moi, il faut pas trop que j'en perde. Je suis déjà à côté ici. Fait que je pense que si tu parles de transition, il va dire, OK, c'est correct. Il va regarder ses low-hanging fruit, les endroits où est-ce que c'est le plus évident de changer. Puis il va regarder également, il va faire son économie de moyens, puis il va dire, ben là, j'ai un petit risque à prendre, puis là, je vais le prendre. Fait que je pense que moi, je prône la théorie des petits pas. Puis en même temps, étant donné que je l'ai vu à vitesse grand V en Chine, je suis beaucoup plus pour le mode itératif avec des tactiques et une vision à long terme qu'un plan stratégique qui peut devenir caduque à cause des nouvelles technologies qui sortent à un rythme effréné. Je vais demander... Ah, Benoît, tu voulais-tu prendre... Oui, je t'ai senti. Moi, je la sentais. En fait, j'achète, on m'entend bien, hein, j'achète tout ce que tu as dit, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est une super belle perspective. Moi, je ne suis pas quelqu'un de mots. J'ai plein de mots à dire, là, mais j'ai de la misère des fois avec les termes. Là, je suis né aux Îles-de-la-Madeleine, au Havre-Robert, 200 habitants. Là. Le voisin en face, c'était Jonathan Pinchot. L'autre à droite, c'était Alain Vigneault. C'est ça la réalité. Là. Puis après, j'ai grandi à là-dessus. C'est dur d'avoir des mots dans ce temps-là. Ça m'a pris 20 ans à apprendre mon anglais. Mais, mon père m'appelle Benoît, mon père le macro-bachin. Ah. Ben, nous autres, on boit du rue. Mais tu sais, la réalité de ça, c'est qu'il y a une chose, par contre, que j'ai adoré ce que tu as dit. Je vais juste renchérir sans challenger, mais les entreprises de là, 10 ans, puis même, je vais me faire parcours. Moi, avant, j'étais dans l'armée, puis je faisais des déploiements. Ça veut dire, on avait des serveurs, on embarquait ça dans des trains, dans des bateaux, on amenait ça au camp Shelby, au Mississippi, après ça, on déployait ça en Bosnie. Puis, tu sais, la cybersécurité, c'était avec des guns. On avait vraiment des serveurs. C'est la réalité. Puis aujourd'hui, le manufacturier gère encore un peu comme ça, où le manufacturier, de là, 10-15 ans, pouvait faire sa bosse, avoir des CNC ou des machines d'injection de plastique, puis juste gérer sa production puis améliorer la production. Puis là, ce qui est arrivé depuis, je vous dirais, 5-6 ans, il y a une servicification des manufacturiers qui est obligatoire.
Elle est Je suis obligatoire. d'accord. Qu'est-ce que je veux dire par certification? C'est que tu ne peux plus juste produire. Tu dois être intégré dans une chaîne de valeur qui est plus grande que toi. Alain, tu l'as mieux compris que nous autres, avant nous autres même. Cette certification-là, c'est que tu dois t'hybrider dans un milieu, dans une communauté, puis devenir le meilleur, mais d'être capable de t'intégrer avec les partenaires. Fait que, oui, la transition d'un point de vue, mais chaque manufacture doit quand même réfléchir à se transformer parce que toute seule, dans les 5-6 prochaines années, les mécanos soudés, les entreprises, les CNC, là, ceux qui font juste usiner, ils n'ont plus de job, là, mais ceux qui usinent, ils font une transformation d'assemblage puis ils travaillent avec des partenaires de coating, de thermo, qui se sont hybridés. Ça veut dire qu'ils ont réussi à communiquer sans rajouter des gens dans la chaîne de valeur. Présentement, ils sont en train de passer à un autre niveau, les meloches de ce monde et tout ça. Là. Mais je pense que tu n'as pas le choix quand même d'utiliser un petit peu le terme transfo où l'industrie se transforme. Puis il y en a qui vont mourir s'ils ne réussissent pas à prendre ce virage-là. Tout à fait. Puis c'est même prouvé dans la littérature. Ceux qui ne s'engagent pas maintenant dans un processus de transformation numérique, ils ont 57 % des chances de mourir en dedans de 3 ans versus que s'ils ont déjà commencé, même s'ils font des erreurs. Puis je te dis en passant, faire des erreurs, l'échec fait partie du processus créatif. OK? Un échec en Chine, ça n'existe même pas. On parle juste d'un essai. D'abord, si tu te fais voler ton vélo, ne va pas dire que tu te l'as fait voler, c'est « Ah, tu l'as perdu ». C'est l'idée de ne pas perdre la face. Donc, prenons aussi une posture comme celle-là. Je trouve que les Chinois ils ont quand même beaucoup de choses à nous montrer. Il ne faut pas penser là, que c'est... je veux dire, il faut vraiment regarder leurs forces. Il y a des choses vraiment intéressantes que ce peuple-là peut nous apprendre. C'est l'idée de dire, on peut être innovant, on peut tranquillement, étape par étape, avoir un cycle qui nous permet d'utiliser les idées que nos équipes connaissent déjà, puis leur donner de la valeur pour pouvoir améliorer, justement, mais toujours orienté vers le service client, comme disait Benoît. Mais ça va-tu dire qu'on va se transformer en partant? Au début, non. Puis les employés ne veulent même pas entendre ça, là, que ça va se transformer parce qu'il y a beaucoup d'insécurité. Fait que je pense qu'au début, là, parler de la transformation au top leader, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ouais, ça me challenge, let's go ». Mais en tout cas, les employés sur le plancher, les autres, c'est pas ça vraiment qu'ils ont envie d'entendre, à mon avis. Toi, Alain, tu m'as levé la main délicatement. Oui, mais avant de passer la parole à mon chum Chappie. Chappie, c'est bon, ça. je veux juste dire une petite phrase un peu punchée. Là. Je vais revenir sur Patate Dolbec. Là. Okay. Patate Dolbec, avant, c'était une entreprise qui produisait des patates. Aujourd'hui, c'est une société technologique qui produit des patates. Je peux vous dire que dans la valorisation, quand ils se présentent au marché pour intéresser des jeunes, quand ils parlent d'une société technologique qui produit des patates, ils sont probablement plus attractifs que s'ils disaient « On est des producteurs de patates, viendras-tu tasser des caisses avec tes bras, travailler dans la poussière ou dans la nuit ou faire du tri de patates. » Peu importe. Donc, c'est devenu une société technologique qui produit des patates. Pour moi, effectivement, c'est un élan de transition, une évolution à partir d'une vision qui amène quelque chose. Et c'est l'ensemble, à un moment donné, des petits jeux de transformation qui font que cette transition-là s'exerce puis qu'aujourd'hui, c'est une société technologique qui produit des patates. Moi, j'aimerais savoir, quand tu l'as approché, ou bien quand en tout cas, vous avez eu les premiers contacts, là, est-ce que la personne est arrivée en disant « Moi, je veux faire une transformation » ou bien c'est toi qui as dit « Bien, il va falloir transformer les procédés ». Ben, il m'a surtout dit qu'il pensait à son legs et qu'il ne voulait pas transférer le stress qu'il vivait dans son entreprise. C'est ça qui était son driver. Oublions pour savoir si c'était pas des technologies puis quelle était pour la solution ERP puis tout ça. Il n'était pas là. La dépendance de lui envers l'organisation. Oui, absolument. Il était devenu captif, absolument tout ça. Il me disait, Alain, on travaille 7 jours sur 7, on n'a pas de vie. Fait que, de toute façon, il pouvait la vendre ou la fermer. Il avait assez d'argent jusqu'à la fin de ses jours. Sauf qu'il pensait à ses enfants. Son leg, c'est carrément ça. En fonction d'un leg, là, il s'est dit, moi, à quelque part, il faut que je la change, cette entreprise-là. C'était son driver. Il ne me parlait pas de technologie. Là. Il me disait juste, j'ai un concern, moi, je suis stressé, puis je ne laisserai pas ce leg-là à mes enfants. Fait que comment on s'y prend? C'était ses premières questions. Comment on s'y prend? Je suis allé dans le monde, là, j'ai vu des caméras numériques qui trient des patates.
Ça pourrait être le fun, peut-être, de les amener chez nous. J'ai vu un robot palettiseur. J'ai vu, mettons, un autre robot, des navettes qui déplacent des caisses dans ces usines-là, des caisses de 2000 livres. Tu penses-tu qu'on peut faire quelque chose? Puis on a des normes, puis on a du Canada Gap, puis on se fait challenger. Puis si on ne respecte pas les normes, on va se faire fermer la porte, peu importe. Puis là, ben, Walmart court après nous autres. Puis Walmart, quand vous faites affaire avec Walmart, c'est pas vous autres qui mettez le tempo dans l'aventure. C'est Walmart qui va vous dire, voici, on va dire comment tu devrais marcher si tu veux faire des affaires avec nous autres. Fait que peu importe. Fait que lui, à partir de ce moment-là, il a surtout exprimé ses douleurs, son leg, sa vision, à quelque part, de comment. Il ne savait pas trop comment, mais il a surtout posé la question pour dire, c'est sûr que ça ne reste pas de même. Parce que si ça reste de même, ciao, bye, on ferme boutique, mais on va faire autre chose. ChatGPT a dit... Chatty. Ben, on the spot, moi, ce que j'ai demandé à ChatGPT, j'ai commencé avec la première question que, en fait, Jonathan m'a envoyée. Il m'a dit de faire la différence entre la transition et la transformation numérique. Parce que ça reste un petit peu le... C'est des mots, là. On va essayer d'explorer les mots. Transition numérique... Parle dans ton micro. T'as raison. Ouais. En moins de mots. La transition numérique se réfère généralement à l'évolution d'une organisation vers l'utilisation de technologies numériques, souvent en remplaçant des processus analogiques ou manuels par des versions numériques. C'est un peu comme remplacer un vieux téléphone par un smartphone, vous effectuez une mise à niveau. Je trouve, si je peux faire une petite interprétation, que ça ressemble beaucoup quand même là, à la définition de Stéphanie. En revanche, la transformation numérique va bien au-delà de la simple adoption de nouvelles technologies. Elle implique de repenser fondamentalement, ça, ce qui revient un petit peu à ce que Benoît disait, la manière dont une organisation fonctionne et crée de la valeur en tirant parti des technologies numériques. Cela peut inclure des changements dans la culture d'entreprise, des modèles commerciaux, les interactions avec les clients. Je pense que c'est ça qui est vraiment important là, au niveau de transformation. Imaginez, bon, non seulement adopter un smartphone, mais aussi changer votre style de vie, votre manière de communiquer grâce aux applications et à la connectivité qu'offre cet appareil. Puis après ça, j'ai demandé, peut-être, je ne sais pas si c'était pertinent, mais est-ce que c'est vrai de dire que toutes les PME doivent absolument se transformer parce que c'est quelque chose qui vient d'être dit? Puis la réponse est la suivante. Dire que toutes les PME manufacturières doivent absolument se transformer au niveau numérique est peut-être un peu trop catégorique. Mais il est certainement vrai que beaucoup d'entre elles peuvent grandement bénéficier de la transformation numérique. Il est important de reconnaître que chaque PME a ses propres particularités, marchés et défis. Cependant, dans un monde de plus en plus numérique où l'efficacité et la rapidité et la personnalisation deviennent des critères clés, adopter des technologies numériques peut aider à rester compétitif. Moi, je pense que je pourrais arrêter là, mais ça donne des très bonnes informations. Avez-vous quelque chose à commenter de notre ami intelligence artificielle? J'ai le goût de donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise DGWT dans le coin de... S'il y en a qui la connaissent à Boucherville. C'est une entreprise qui fabriquait des huiles. Elle a toujours fabriqué des huiles, puis elle fabriquait des huiles, puis il faut se transformer numériquement. Puis là, à un moment donné, quand tu m'as réfléchi, c'est qu'en fait, toute l'industrie s'en va dans... je ne veux pas que tu viennes me vendre de l'huile. Je veux qu'il y ait toujours de l'huile dans mes machines. Puis TWGT, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à faire un genre de service, un genre de SaaS logiciel, mais ils ont juste donné le service aujourd'hui d'auto-approvisionnement. C'est la technologie qui le permet. J'ai plus de rep. Là. Une fois que l'équipementier a vendu la machine, tu as le contrat d'huile, comme Hydrosolutions chez vous, comme c'était le Pro. C'était le Pro, Ness est arrivé, Google est arrivé. C'était wow, des thermostats intelligents. Ils venaient d'optimiser les machines. Il y avait des gens de chez Nick tantôt, des robots. Réalité, on fait un deal avec Hydro-Québec qui est devenu ILO. On donne les thermostats, puis vous allez payer à chaque mois. C'est ça qui est en train de se passer. Oui. Puis le manufacturier qui ne le vit pas, il va le vivre. Oui. Puis là-dessus, je dirais que tout est dans la donnée. Parce que la donnée que la PME possède devient son prochain modèle d'affaires potentiel. Il y a des entreprises, moi c'est drôle parce que dans ma recherche, j'en ai une qui était rendue là. Ils vendent du café. Ils ont un petit stand de café dans un centre d'achat. Ils vendent du café. Ils font de la distribution également chez les gens. Puis ils voyaient qu'il y a des gens qui demandaient de plus en plus à payer avec de la crypto-monnaie. Ils se sont dit, on va regarder ça. Nous autres, la crypto-monnaie, hein, d'un coup, qu'on pourrait faire de quoi avec ça? Bien là, ils sont en train de créer un système qui va permettre d'acheter en bonifiant l'expérience du client avec de la crypto-monnaie. Puis ils sont en train de vendre cette idée-là à une autre industrie complètement à l'opposé d'eux autres, mais parce qu'ils se connaissent dans la famille, ils ont dit « essayez ça ». Donc, autrement dit, ça devient une deuxième source de revenus
pour l'entreprise, on ne pourrait pas s'attendre à ça. C'est absolument, incongru à la base. Mais quand on s'informe, il y a des gens qui ont... Puis là, il faut le dire, parce que dans la transformation, la 4e révolution industrielle, il y a des nouveaux modèles d'affaires qui émergent et ces modèles d'affaires-là sont des sous-produits de l'expertise des données de l'entreprise basés sur l'expérience du client. C'est référencé partout, là. Vous allez lire Roland Berger, vous allez lire du KPMG, vous allez lire du McKinsey, vous allez voir ces informations-là qui sont notées, référencées depuis 2015. Donc, nous, ici au Québec, est-ce qu'on saisit la mesure de cette 4e révolution industrielle-là? D'abord, est-ce qu'on sait pourquoi on l'appelle la 4e révolution industrielle? Et puis la 5e va arriver tout de suite derrière. Là. En fait, elle est déjà rendue en Chine. On l'a déjà passé à ce mode-là. Mais ici, on se concentre beaucoup sur les machines, les machines, les machines. Puis moi, je dis, la révolution qu'on vit actuellement, c'est pas une révolution où est-ce que le robot va remplacer l'humain. C'est une révolution où est-ce que l'humain va devenir instrumentalisé par des machines. Donc, c'est l'humain qui est au centre et les machines qui sont autour. Et en plus, dans l'expérience, l'humain ne va plus à la compagnie, c'est la compagnie qui va vers lui. D'ailleurs, c'est les marchés que les Fortune 100 sont en train de se débattre, de dire, bien, on ne s'attend plus à ce que le client vienne nous voir en boutique, c'est nous qui allons le voir. Et en plus, le client va personnaliser son expérience. Vous pouvez vous faire des running shoes de chez Nike en vous décidant vous-même comment ce serait. Bien, moi, j'ai monté une usine agroalimentaire à Saguenay sur papier qui est maintenant qui roule et puis ses produits sont chez Sobeys à travers le Québec. Où est-ce qu'il y avait une demande du client pour changer le produit? Il disait, on commence. Nous autres, on fait de la mayonnaise. On va-tu commencer à changer notre mayonnaise parce qu'on se fait demander d'autres choses? Bien, la réponse, c'est oui. Donc, même si tu es une manufacture, tu dois voir à agir de manière agile, d'avoir la capacité de modifier ton produit peut-être selon les saisons, selon peut-être les formats, selon peut-être l'expérience du client qui est demandé en restaurant. Puis à ce moment-là, tu vas rester sur le marché à cause de ça. Donc, le pouvoir du client est tellement rendu grand, puis on est formaté à ça. On le sait, nous autres mêmes, on veut que ce soit personnalisé, notre expérience. Donc, nécessairement, les entreprises doivent aborder la question du point de vue « mon client veut quoi maintenant? » Puis il va vouloir quoi dans 2-3 ans? Fait que peut-être la première chose à faire, c'est justement d'auditer les clients. Benoît, tu avais l'air de vouloir réagir. Je vais le vulgariser là, parce que j'adore ce que tu dis. Là. Moi, j'ai 3 jeunes enfants. Il y en a qui sont rendus vieux ici, il y en a qui n'ont pas encore. Là, mais moi, je rentre dans la chambre avec les enfants. Je dis, voulez-vous jouer au golf ou pas le trou de, vous savez quoi, là, mais aux cartes. Là, ils ont tous des Pokémon dans les mains, des cartes Pokémon. Là, c'est comme mon jeu, là, ils ne fitent pas dans leur jeu, là, mais pas à tout. Ils sont comme radis ailleurs. J'ai toujours voulu leur montrer à jouer à ça. Dernièrement, j'ai commencé à apprendre à jouer au Pokémon, comprendre les scores. Si je veux m'intéresser à ce qu'ils font, mais la réalité, c'est que c'est ça, cette génération-là, ils vont jouer aux cartes là, plus tard, mais de moins en moins que même mon plus vieux que le plus jeune. C'est le même principe qui se passe. Les jeux de cartes changent. Il faut que tu changes toi aussi à quelque part. Il y a des cartes Pokémon qui valent cher. Ouais. Puis des fois, ce qui Attention aux était échanges. bon dans le passé revient bon dans le futur. Exactement. On a une question quand même populaire du public. Donc, Jonathan, je t'inviterai à la lire pour orienter. Ah, ChatGPT, est-ce que tu avais quelque chose à commenter? Pose la question. Oui, je ChatGPT va pense que répondre. Chatty a eu un petit privilège, là, où il envoyait la question d'avance. Donc, la question la plus populaire présentement, c'est plein de ressources sont déjà en place pour la transformation numérique. On parle entre autres d'outils, de subventions, d'accompagnement, etc. Mais il manque quoi pour que les PME embrassent cette transformation? J'adore cette question. Chat. Oui, tu peux partager l'écran. En fait, on va pouvoir le voir. Là. Moi, ce que j'aime de la réponse qui m'a été fournie, que je vais lire, c'est que je pense que les 3 personnes qui sont avec nous peuvent dire beaucoup de choses intéressantes sur ces points-là. Donc, j'ai très hâte de voir. Donc, j'ai pris la question et voici la réponse. Plusieurs facteurs peuvent freiner les PME dans l'adoption de cette transformation. 1. Connaissance et compréhension. Certaines PME ne sont pas pleinement conscientes des avantages de la transformation numérique ou, je pense que c'est un « ou » important, trouvent le concept trop abstrait. Il est essentiel d'avoir des exemples
concrets et des études de cas qui illustrent les bénéfices tangibles. 2. Une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise réticente au changement peut être un gros obstacle. Pour certaines PME, adopter de nouvelles technologies peut sembler risqué ou déstabilisant. C'est un peu comme essayer de convaincre quelqu'un qui a toujours utilisé une carte routière de passer au GPS. Il faut du temps et des preuves pour que ça marche. 3. Compétences et formations. Les PME peuvent manquer de compétences en interne pour mettre en œuvre et gérer les nouvelles technologies. Investir dans la formation et le développement des talents est crucial. 4. Coûts initiaux, même avec des subventions, les coûts initiaux de la transformation numérique peuvent être prohibitifs pour certaines PME. Des solutions de financement plus flexibles pourraient aider à surmonter cet obstacle. 5. Analyse des besoins. Certaines PME peuvent ne pas savoir par où commencer ou quels aspects de leur entreprise bénéficieraient le plus de la transformation numérique. Avoir accès à des conseils personnalisés et une évaluation des besoins peut être très bénéfique. 6. Soutien continu. Après la mise en place de nouvelles technologies, le soutien continu est essentiel. Les PME peuvent rencontrer les défis en cours de route et avoir besoin d'aide pour les résoudre. Et finalement, 7. Sécurité et conformité. Les préoccupations concernant la sécurité des données et la conformité réglementaire peuvent également rendre les PME hésitantes. Alain, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le sujet? Oui. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant, la réponse de Chatty. Mais c'est là que je rajoute la dimension humaine. Ouais. OK? Puis dans la dimension humaine, je l'ai dit un peu tantôt, je parlais quand même d'empathie dans tout ça. Puis inévitablement, ça veut dire qu'il faut faire office d'accompagnement. Il faut faire office de mettre en lumière des projets à succès. C'est souvent ça qui en attire un autre. Quelqu'un qui n'a pas vu, il a peur de la trade, mais quand quelqu'un a déjà pris la trade, puis il dit « By the way, pas si peur, je peux te prendre par la main, je vais te guider, je vais t'amener, je vais te faire rencontrer du monde, puis ils vont pouvoir te sécuriser, peu importe. » C'est pour ça que l'humain au cœur d'eux, c'est l'élément clé. Ou sinon, il y a toujours quelqu'un qui va s'objecter à quelque part dans cette liste-là, va dire « Ah non, au moins la sécurité, puis il y a toujours quelqu'un qui va nous sortir un argumentaire à quelque part, puis là, ça vient de tout acabit parce qu'il y en a qui vivent, justement, quand on dit 70 % des projets font des erreurs. Vous savez, en communication, on m'a dit de quoi assez vite, là, lorsque vous parlez à quelqu'un puis que ça va super bien puis il est super content, cette personne-là va parler à 2-3 personnes, va dire « Hey, c'est le fun ce que j'ai vécu. » Excusez, je vais être cru. Fourrer quelqu'un sur le chemin, là, puis il va se mettre à en parler à 10-12. Ça veut dire 70 % de cas d'erreur. Savez-vous ce qu'ils font, ces personnes-là? Ils en parlent. Je souffre. Oh, misère, oh, malheur. Tabarnak, ça n'a pas bien été. On s'est emparé dans le chemin. On a rencontré des pas bons, puis ils nous ont pas aidés. Puis là, je ne veux plus rien savoir. Puis je vous le dis, là, j'ai rencontré un gars en business un moment donné qui m'a raconté son histoire d'horreur. Puis je l'ai dit, je veux une coupe de figure, j'ai vu mardi cette semaine. Le gars me parle de sa business all the way. Puis lui, là, il veut tout ça, là. Il veut être dans une transformation numérique qui fait du sens, puis il veut mettre son monde dedans, puis il veut forcer peut-être même le monde à embarquer dedans, peu importe. Il me raconte son histoire d'horreur qu'il vit depuis 20 ans. Puis à un moment donné, j'ai dit carrément, comme il est là, assis devant moi, il dit « Continue à travailler de même, vous allez faire fourrer encore les 20 prochaines années. » Excusez, mais j'ai vraiment dit comme ça. Il m'a dit « Ouais, t'as du chien pas mal. » Non, mais repassez-vous le film d'horreur que vous venez de me raconter. Si vous voulez-vous que ça change? Il m'a dit « Oui, on va changer la recette. » La recette, elle ne marche pas. Fait que, ça, là, à quelque part, là, c'est une recette. C'est le fun d'avoir des mots co-initiaux, puis sécurité, puis soutien continu, puis culture d'entreprise. Tout ça, c'est le fun. Là. C'est le fun à lire. Fait que Chappie a tout à fait raison. Mais c'est dans le comment ça va se passer en mettant nos tripes à la table, en ayant de l'empathie, puis faire en sorte que les vraies affaires vont se faire. Ouais. C'est là que l'humain prend sa place, puis c'est grâce à lui, l'humain, si on peut finir par faire que ça va marcher. Ouais. Oui, est-ce que... Oh, vas-y, Stéphanie. Oui, puis en 2014, il y a une étude de KPMG qui est sortie justement parce que en Chine, on parlait beaucoup du monde VUCA. En français, c'est VICA. Toi, tu viens de l'armée, tu dois connaître ça très bien, hein, parce que nécessairement, il y a beaucoup de cette vie instable là, dans laquelle on est. Là. Ça veut dire on vit dans un monde qui est vulnérable, qui est incertain, qui est changeant, puis qui est ambigu. D'accord? Moi, je me rappelle, quand ils m'ont dit ça la première fois, j'étais là, OK, oui, mais ça, c'est pas parce que je suis arrivée en Chine puis que c'est moi qui trouve que tout n'est pas pareil. Mais eux autres, ils trouvaient aussi que c'était ça à cause de l'écologie qui était exacerbée avec la productivité qui était au maximum, le monde qui sont en péril économiquement. En tout cas, bref, le contexte est tellement exacerbé là-bas. Ici, ça commence à l'être, là, post-pandémie. Mais rien à comparer à ce qu'un Chinois peut vivre. Là. Pensez-y, un Chinois ne peut pas s'acheter une maison en bas de 2 millions. Là. C'est pas possible. Donc, il faut qu'il soit 2-3 générations à habiter dessus pour pouvoir justement se payer un toit.
Ou sinon, ils font 2h30 de train pour aller travailler aller-retour. Là, évidemment, ils peuvent le faire à distance, mais c'est des contextes complètement différents d'ici. C'est une autre dimension. Mais tout ça pour dire que le monde VICA dans lequel on est en ce moment, KPMG a sorti une étude, puis il disait, les robots, les machines, oui, tout ça va aider le monde du travail, mais il ne faut pas oublier que l'humain, sa valeur ajoutée est et sera toujours son empathie, puis sa créativité. Là, aujourd'hui, on a du Midjourney, on a du DALL-E qui est capable de nous sortir vraiment des trucs super intéressants de ChatGPT, mais l'humain va toujours avoir finalement une capacité, une fibre qui est irremplaçable si et seulement si l'humain prend soin de lui. Parce que moi, pour être arrivé dans un contexte post-Mao, j'ai travaillé avec des équipes d'ingénieurs qui me demandaient « c'est quoi au juste l'empathie? » Pour vrai, là. Puis j'étais obligée de décortiquer le mot en chinois avec les caractères, puis de donner des exemples basés sur la vraie vie. Par exemple, toi et ton enfant, parce que pour les Chinois, vraiment, l'enfant et le parent, c'est la relation la plus importante. Là, tu dois montrer de l'empathie, alors que je sais très bien que ce n'est pas nécessairement ça. Mais là, ça venait vraiment leur parler. Puis je me souviens d'avoir travaillé avec des gestionnaires qui disaient « Oui, mais moi, si je suis empathique, ils ne me respecteront pas. » Mais non, c'est pas nécessairement comme ça que ça va se passer. Si tu es empathique, tu vas ouvrir la voie à ce qui s'exprime. Puis ta valeur ajoutée, c'est d'être dans la salle, c'est pas de parler. Ça les attonnait tellement que, dans le fond, c'est là qu'ils voyaient une vraie transformation. Puis ça, j'ai vu ça autant dans le monde de la pub, dans le monde de la chimie industrielle, dans le monde des LVMH, c'était le luxe. Où est-ce qu'il y a c'est très dur, c'est des industries très dures ou très superficielles, mais où est-ce que l'humain a un peu oublié d'être un humain à cause de la dimension énorme de la compagnie. Moi, je vous dirais, au Québec, la chance qu'on a, et en région, je prêche pour mon champ de recherche, c'est le fait qu'il y a des micro-entreprises qui vont pouvoir émerger. Donc, disons, les petits Joe qui sont dans le fond de leur sous-sol en train de bisouner sur quelque chose, il peut devenir, on l'a vu d'ailleurs avec Bertrand Neveu, qui a fait justement le casque de Apple qui vient de sortir. Il l'a commencé dans son sous-sol. Mais il y en a plein des jeunes comme ça en ce moment qui sont en train d'essayer des trucs, puis que c'est brillant ce qu'ils font, puis ça peut sortir. Mais qu'est-ce que ça prend pour qu'ils émergent? Ça va prendre un écosystème puis qu'on est en train de développer heureusement. Où est-ce qu'il y a une société économique de développement, où est-ce qu'il y a des hubs d'innovation, où est-ce que les parents sont au courant aussi que ça existe, puis ils peuvent envoyer ces jeunes-là, va montrer ce que tu fais, mets-toi devant une gang d'investisseurs, puis pitch. T'sais, autrement dit, va te péter la gueule une couple de fois, puis trouve ça le fun. Puis quand tu vas l'avoir fait plusieurs fois, tu vois, tu n'auras même plus peur, puis tu vas dire « let's go », il y a quelque chose qui va émerger, il y en a un qui va dire « moi, j'aime ton guts ». Ton produit n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, de la manière que tu le drives, je vais te mettre en contact avec un autre. Puis le réseautage, c'est le ciment qui fait émerger les innovations, qui fait émerger les talents, qui fait émerger justement une compagnie. Parce que tu peux avoir une excellente idée, mais elle ne va jamais sortir. Pourquoi? Bien, parce que tu ne l'as jamais testé avec ton client ou celui que tu penses être ton client. Et elle sert-tu à ce que tu penses qu'elle va servir? Moi, on m'a donné une balle de stress aujourd'hui. Elle va te servir à balle de stress? Peut-être c'est mon chien qui va finir avec. Je ne le sais pas encore. Mais dans le fond, c'est qu'il faut vraiment avoir un détachement par rapport à nos idées, par rapport à... faut avoir une sorte d'empathie puis de détachement par rapport à nos idées puis notre créativité puis dire, je mets ça dans le monde, si le monde en a besoin, ils vont s'en servir. Puis moi-même, je vais penser à l'adapter comme j'ai réussi à vendre un tableau 130 000 $ au 4e homme le plus riche en Chine. C'est pas parce qu'il était très gros, le tableau, mais la manière qui a été amenée puis la façon que je l'ai vendu, ça a touché tellement la personne, puis tout un auditoire qui était là ce soir-là, ça a fait un buzz, puis ça a fait boule de neige après. Mais pensez-y, là, un tableau, qui a besoin de ça? À la base, tu as plus besoin d'une paire de bas puis des souliers. Mais pensez-y. Donc, ça veut dire qu'il y a des idées d'innovation qu'on pense peut-être que ça ne sert à rien aujourd'hui, mais demain, ça va servir. Donc, l'empathie va servir aussi à dire « Hey, ton idée, là, aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce que ça va faire, man. » Mais
Demain matin, c'est peut-être ça qui va faire que je vais être capable de, je sais pas moi, de boucler mon budget ou n'importe quoi. Alors, ça prend une ouverture d'esprit en plus de l'empathie. Pour revenir avec la question qui était du public, là, tu sais, comment on se fait pour mieux se préparer, est-ce que vous avez des conseils par rapport à une recette un peu plus gagnante? Tu peux commencer, Benoît, puis assure-toi qu'on t'entend dans le speaker quand tu parles. Est-ce que tu m'entends? Là? Oui, il faut que tu t'entendes En aussi. fait, je ne peux rien rajouter. Là, tu aurais pu dropper le mic. Alain aussi aurait pu le faire aussi. Tu sais, pour vrai, d'aller se planter. Moi, je pense que je suis un athlète olympique de me planter en affaires. Là, ça m'a coûté cher faire de l'argent. Là. Mais en fait, tu en fais toujours plus que tu en perds. Mais la réalité, j'en ai fait des mauvais moves. Là. Le manufacturier, c'en est un. Là, c'est un projet, oui, on a 5500 manufacturiers. Nous, on est rendu avec un OBNL, Investissement Québec l'utilise. On a une dynamique incroyable. Là, puis on a des gens de partout dans le monde qui essaient d'attirer les données de ça. Mais la réalité, là, ça l'a coûté des. J'ai même pas le goût de dire de chiffres, là, mais vous seriez impressionné de savoir combien d'argent qu'on a perdu dans ce projet-là. Mais les gens qui ont suivi, le CEO d'ArcelorMittal, le CEO d'Infasco, le Louis Veilleux de Groupe Mondial, tout le monde s'est attiré du projet que le gouvernement n'a jamais acheté. Mais c'est de l'empathie que les gens ont eu. On dit, tu es encore en train de travailler là-dessus, ça fait 10 ans. Ben oui, ça fait 10 ans, mais tous les matins, je me lève, là, puis je me regarde dans le miroir, puis je suis tout le temps le même homme, tu sais. Cheveux blancs un petit peu, là. Mais tu sais, au-delà de ça, une chance, j'ai fait une compagnie de conseil, parce que ce projet-là, pour moi, qui est l'avenir, tu sais, qu'aujourd'hui, c'est rendu une priorité, l'approvisionnement local, ben, tu sais, ça fait 10 ans qu'on le travaille à tous les jours de nuit, là, tu sais. C'est ça, la réalité. Fait que c'est... Je ne peux pas répondre à ce que tu as dit, tu sais. Ténacité dans ton cas aussi, hein, ténacité. Ben oui. Toi, Alain, avec tes expériences. J'allais faire du push justement sur ces mots-là, inévitablement. Quand on a une idée, une vision, peu importe, surtout quand on rencontre des gens qui sont entrepreneurs, hommes et femmes, là, inévitablement, c'est un parcours du combattant. La première fois que tu rencontres quelqu'un sur ton chemin, si tu te dis « by the way, ça passera pas, ça marchera pas », ben, dans le fond, tu aurais le goût de dire « t'es qui pour me dire ça? » As-tu pris un risque dans ta vie? As-tu mis ta maison en garantie? Ou je sais pas trop. Là, puis après ça, on s'en reparlera. Là, moi, j'ai payé à part de ma maison, me demander dans mon chemin de vie. Là. Fait que nécessairement, là, c'est inévitablement, je pense, ça prend ça. Ça prend une vision d'abord, ça prend de la ténacité, de la persévérance pour probablement faire les choses dans la différence. Moi, je dis souvent que si vous me demandez, j'ai le goût de partir, le 62e restaurant, c'est la rue des Forges à Trois-Rivières. OK, mais encore. Comment je le ferais? Là? Fait que c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, souvent, j'ai vu des mots apparaître comme disruptive, mais, tu sais, si on avait dit aux gars de taxi ou aux femmes de taxi, de 30 ans, hey, Uber va venir vous rentrer dedans, puis solide, là. Ou Airbnb qui aurait shaké des hôtels. Pourtant, ils étaient dans des modèles d'affaires, d'exécution, mais c'est parce que le monde change. Fait qu'à partir du moment où il change, ben, il y a des offres, des propositions de valeur qui sont différentes, connectées vers des réalités, vers les gens qui évoluent. Puis dans leur évolution, ils demandent un service ou un produit différent. Si on ne s'adapte pas, dans le temps, là, vous pourriez avoir un produit, de l'amener au marché, là, puis il pouvait faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je vous mets au défi de me nommer des produits qui durent des 10, puis des 15 ans, puis des 20 ans aujourd'hui. Je vous dis que les produits, là, c'est minimum, souvent, ça ne fait pas 2 ans sur le marché. Fait que c'est complètement de l'adaptation. Une entreprise, j'en parlais cette semaine, l'espérance de vie d'une entreprise dans les années 30, 90 ans. Ben, il faut partir en business dans le temps. Aujourd'hui, vous partez en business, je ne sais pas si dans 5 ans, vous allez être encore là ou dans 10 ans. Il n'y a pas grand monde qui passe le 10 ans. 52% des fortunes 2000, ça n'existe même plus aujourd'hui. Il se passe sûrement du changement, de la pression. Fait que ténacité, persévérance, croyance, puis sûrement savoir absolument s'adapter, mais l'adaptation, elle prend son sens à la condition, justement, de comprendre celui qui le veut, le produit. Vous pouvez penser développer la plus belle bébelle, la plus belle affaire. Elle peut être impressionnante, la bébelle, mais s'il n'y a pas un mot de chat qui la veut, là, OK, on va avoir perdu du cash ou de l'argent, je ne sais trop. Fait qu'à un moment donné, dans le chemin, il faut être capable de trouver preneur. Fait que c'est quoi ses douleurs à cette personne-là? C'est quoi ses désirs? Puis si on est empathique là-dessus, puis qu'on trouve notre proposition de valeur, là, il se produit quelque chose. Ça a été vite. Je vais poser une dernière question à nos panélistes, mais pendant ce temps-là, je veux que vous pouvez faire 2 tâches en même temps. On va ouvrir le nuage de mots. On veut que vous notiez maximum 5 mots de choses que vous retenez de la conversation d'aujourd'hui. Ça va être vraiment notre dernière discussion avec vos nuages de mots. Mais en parallèle, pendant que vous réfléchissez à ça, je vais poser une question supplémentaire à nos panélistes. Vous êtes toutes entendus sur l'importance, vous pouvez remplir les mots, là. Vous êtes toutes entendus sur l'importance de l'humain dans le processus. Vous avez même dit l'implication, les gens de plancher, c'est une mine d'or, il faut les intégrer. Puis que eux,
le mot transformation, ça leur faisait peur, que l'adoption au changement, ça pouvait les faire peur. Comment vraiment je peux aider mon équipe à comprendre l'importance de ce changement-là, puis de eux leur ouvrir la pensée qu'eux aussi veulent faire partie de ce changement-là, de faire changement pour votre entreprise, de faire partie de l'équipe, tu l'as mentionné tantôt, Benoît, avoir un, je me rappelle plus du mot que tu as utilisé, mais avoir un champion là, chez toi. Comment on fait pour mobiliser nos gens dans ce sens-là, là, vers ce changement-là qui nous approche? En fait, je sauterais un peu sur l'empathie, là, tantôt que tu as parlé. Je pense que c'est ça. Puis, le réflexe, je pense, c'est qu'il faut que tu développes les gens autour de toi. Là, puis ça ne sert à rien de vouloir développer 50 personnes. Je pense qu'il faut que tu développes un trio d'attaque. Puis ce trio d'attaque-là doit développer un trio d'attaque. Puis, tu sais, je crois pas, là, tu sais, puis même, je vais faire référence avec l'armée, là, c'était une personne pour 8 toujours. C'était tout le temps comme ça le compte. Puis je regardais ça. Puis sur 8, là, c'était pas 8 génies tout le temps. Là, tu sais. Puis honnêtement, dans l'entreprise, à toutes les fois que j'ai essayé de jouer le rôle de président, là, parce que c'est pas facile, tu sais, quand. Tu sais, tantôt, tu l'as dit, là, tout ce qui se passe en arrière d'un entrepreneur, là, c'est quand même quelque chose qui est solide. Là, c'est solide. Si tu es bipolaire, ne fais pas ça, là, parce que tu vas vivre dans la bipolarité, mais tu ne l'es pas. C'est ça la réalité. Là. Mais je pense que de déléguer des responsabilités à des gens, mais de leur faire confiance, puis de jamais comme attaquer la personne, mais vraiment la situation, puis tu ne seras jamais capable de changer 8 personnes tout seul ou 10, 15, 20 personnes. Fait que tu n'as pas le choix de te positionner avec l'imputabilité, de faire confiance aux gens, puis ça t'amène beaucoup plus loin. Là. C'est comme ça que je le vois. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura quelque chose à rajouter ou Benoît a fait le tour de la question? Ben, je peux peut-être rajouter deux, trois éléments. Puisque l'humain est au cœur d'eux, moi, il y a un vieux sage dans la vie qui m'avait dit « Alain, tu as un objectif dans la tête, là, puis pour atteindre ton objectif, il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui est compliqué puis un chemin qui est simple. » Il m'a posé la question lequel que je voulais. J'ai répondu le chemin simple. Mais il dit la majorité du monde travaille dans le chemin compliqué. OK. Pourquoi? C'est pas compliqué. Parce que justement, quand on est dans une société, entre autres capitaliste, c'est que tout est monté d'une approche hiérarchique. Puis un gouvernement, c'est comme ça que ça marche. Là. Peu importe. Là. Puis des entreprises. Puis tu sais, à un moment donné, des actionnaires, un conseil d'administration, après ça, un CIO, puis des VP, puis des directeurs, puis du monde en bas, ça base. Souvent, là, il faut regarder comment ça marche. Là. La pression est mise sur la base pour faire quoi? Pour faire monter la valeur vers le haut. Est-ce que c'est ça, un régime capitaliste? C'est vraiment comme ça que ça marche. À partir du moment où c'est ça, puis qu'à un moment donné, on place l'humain au cœur d'eux, il faut changer le mindset de cette affaire-là, parce qu'entre autres, si on veut des jeunes qui viennent travailler dans nos organisations, puis qu'ils comprennent que c'est ça, ils n'en ont rien à cirer de travailler pour savoir si la valeur va monter en haut, pour faire plaisir à Tourlou ou je ne sais trop. Fait qu'à partir du moment où c'est ça, il m'avait dit, dans ton chemin, c'est ta cible, arrive pas en lui disant, « Hey, moi j'ai une cible, on va vous dire comment ça marche. Là. C'est demain matin que vous devriez faire ça de même. » C'est le pire des chemins. Et majoritairement, dans nos structures d'entreprise, on est top-down. On ne travaille pas pour la base, vraiment pour bien faire les choses. Puis la valorisation est vraiment sur la base, parce que c'est souvent eux qui savent les choses et c'est eux qui devraient probablement faire les choses. Il y a 3 semaines, j'étais ici à Trois-Rivières, puis David Suzuki, tout le monde le connaît de réputation, je pense, il a dit une phrase hyper importante. Il a dit, elle m'a punché la phrase, il a carrément dit « Nous ne sommes pas ce que nous disons, nous sommes ce que nous faisons. » OK? Parce que c'est vraiment dans les gestes qu'on voit des choses. Fait que lui, mon vieux sage Justin me disait ta cible, au lieu de tenter de l'imposer puis tout ça, parle avec tes gens. Fais du coaching. À force de parler avec eux autres, ils vont la voir, la cible. Quand ils vont voir la cible, ils vont donner un argumentaire et dire « Hey, on a un problème, on devrait probablement ajuster telle affaire pour aller sur la cible. » Dis-toi, ton objectif, c'est d'y aller sur la cible. Au lieu de tenter de l'imposer, là, si tu travaillerais avec ton monde, tu les coachais pour les amener vers un objectif commun, là, il se passe quelque chose. Là, le stress va probablement baisser. Puis on se permettra de faire des erreurs dans le chemin, là, tout le monde ensemble, je reviens au faire ensemble, puis on commettra des erreurs, on apprendra quelque chose de ça, mais on le fera ensemble. Et la grande fierté, vous savez, la fierté, c'est pas compliqué, là, elle sort à partir du moment où il y a une trail à suivre. Elle n'est pas facile à suivre parce qu'on fait des essais-erreurs dans le chemin, mais quand on le fait ensemble, on est tellement fiers de l'avoir fait. Fait que si vous me demandez à moi là, comment peut-être des choses devraient se faire, d'après moi, c'est une trail pas pire. Puis je finirai un mot essentiel. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, là, j'ai mis un mot-clé d'une slide mardi, entre autres. Là, j'ai mis le mot bonheur. Là. De quelque part, ça ne se jette pas le bonheur. Ça se vit dans nos tripes. Comment on a le goût de le vivre pour que ça soit le fun, à tous les jours de se lever le matin, se coucher le soir,
peut-être brûler notre journée, mais on dort tellement bien parce qu'on a brûlé notre journée que le lendemain matin, on a le goût d'en partir un autre, puis de le faire avec des humains parce qu'on a du plaisir pour le faire. Good. Pendant ce temps-là, ça l'a permis à... Je voudrais peut-être ajouter une chose, là, puis je fais du pouce là-dessus, ce que mes deux acolytes ont dit. Il y a un adage en anglais, c'est « What's in it for me? » Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Puis le gestionnaire, il va penser, lui, sa compagnie, où est-ce qu'il veut l'amener à sa prochaine étape. Mais l'employé qui est sur le plancher ou encore dans les bureaux, c'est quoi son avantage à cette personne-là? La sortir de son quotidien, d'y faire prendre une courbe du changement où est-ce qu'elle va vivre un deuil de son ancienne tâche, ancienne façon de fonctionner. Sauf qu'en ayant un discours empathique, on se rend compte que les individus ont tous une vision sur ce qui marche moins bien. Mais la raison pour laquelle ils ne vont pas le dire, souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas critiquer le monde en haut. Ça, je pense que s'il y a des gens qui s'adonnent à parler à des gestionnaires, si vous avez le courage de dire « moi, je suis prête à entendre ce qui ne marche pas » ou « moi, je suis prête à le dire », puis que votre siège ne soit pas éjectable à cause de ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de savoir en ce moment dans les entreprises. Les gens quittent avec le savoir. C'est une perte immense. D'abord, il faut documenter déjà ce que ces gens-là font avant qu'ils s'en aillent. Puis si on ne leur a pas demandé justement ce qu'ils ont appris puis comment ils peuvent améliorer leur propre job, c'est dommage, mais c'est mieux d'avoir un robot à la place. Là. Si on veut avoir du monde qui travaille pour nous autres, il faut que tu leur donnes une voix. J'ajouterais un dernier élément. Moi, personnellement, puis vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que je vais dire, là, je ne crois de moins en moins aux structures hiérarchiques. Je crois à des structures aplanies qui font en sorte que ce n'est pas tant le titre puis de savoir si la personne est plus haut d'un organigramme qui compte. C'est de savoir quelle est sa compétence, quelle est votre compétence, comment on peut travailler ensemble nos enjeux, nos défis pour faire en sorte que les grandes réalisations peuvent sortir. Puis il y a probablement plus de bonheur quand on se permet de travailler comme ça que quand c'est justement le top-down qui met de la pression des organisations. Puis présentement, en tout cas, moi, c'est ce que je vis, puis je rencontre énormément d'entreprises, entre autres avec la transition énergétique, inévitablement, là, puis pas ici au Québec, un peu partout à travers la planète. Là. Mais retenez que je pense que dans notre société de création de valeur ou création de richesse, ou de bonheur ou de plaisir ou je ne sais trop, inévitablement, l'humain demeure, à mon sens, demeure absolument l'élément clé et de casser un peu l'approche hiérarchique pour faire en sorte que sur des structures aplanies, les gens peuvent se réaliser, peuvent développer de leurs compétences, peuvent être formés. Tout le monde a une intelligence. Moi, j'ai engagé du monde dans la vie. Je vous dis franchement, il n'y a pas le CV selon le profil de ce qu'on avait mis sur la table. Mais quand je le rencontrais en entrevue, savez-vous ce que je regardais? 70 %, c'est le savoir-être. Le savoir, c'est qui cette personne-là? S'il le faisait rire, est-ce qu'il le faisait pleurer? Est-ce qu'il mange en hiver? As-tu une blonde? As-tu un chum? Fais-tu du sport un peu? As-tu du fun dans la vie? Tu me parles que moi, je ne dors pas de la nuit, je suis tout le temps stressé, là, mais je suis pertinent, puis je suis compétent. Même s'il y a le plus beau des CV, je ne l'engageais pas. Je l'engageais qui? Un humain. Pourquoi? Parce que je savais qu'avec lui, si je me connectais avec lui, je pouvais aller à la guerre. On serait-tu parfait? Ben non. On pouvait-tu s'enfarger d'un fleur du tapis? Ben oui. Mais dans le respect, si on était capable, s'il était capable de me relever, si je m'enfarge, au moins de le relever, probablement qu'on peut faire face à des enjeux, des critiques, ou peu importe, mais d'être soudés ensemble, on est prêt à faire face à une adversité. Pour moi, c'est l'élément clé qui me permet, moi, en tout cas, moi, personnellement, de triper probablement à tous les jours. Sinon, je ne suis pas là. Je vais vivre dans le bois. Là. Ce que tu as fait, on le sait. Oui. Jonathan va faire un petit résumé sur le nuage de mots avant de clore tout ça. Ben, en fait, je trouve que le nuage de mots est vraiment frappant, puis on a accepté dans ce panel-là un peu de ne pas guider la conversation. C'est vraiment... la conversation a été animée par les panélistes par ce qu'ils avaient envie de dire. Et on est quand même dans un congrès de génie industriel qui parle de propulser, de performance, d'intelligence artificielle. Puis ce qu'on voit au centre de cette image-là, c'est l'humain. C'est nous. Fait que je trouve ça formidable que sans prendre le contrôle, sans gérer les choses, en laissant les choses aller, il y ait quelque chose comme ça qui soit sorti de cette conversation-là. Je trouve ça vraiment, vraiment formidable. Good. Là, on est à la fin du panel. On va même étirer d'une petite minute si on veut laisser le tour de table à tout le monde. En fonction de ce que les gens ont retenu du discours aujourd'hui, je vais vous laisser une minute vraiment à chacun, et ChatGPT aussi, pour dire là, voyant ce qui est ressorti, voyant ce qui est discuté aujourd'hui,
qu'est-ce que vous voulez que les gens dans la salle aient retenu de votre discours aujourd'hui en une petite minute par personne? Benoît, je te laisse commencer. J'aime ça. En fait, là, je vais parler à deux genres de personnes ici. Je vais parler genre à Denis Lagacé, là, qui est comme une autre génération. C'est une farce. Regarde, aussi, je suis rendu le cheveu blanc, Denis, c'est fait. Pas changé. Il n'a pas changé. Puis, tu sais, il y a les étudiants aussi. Je pense que, tu sais, moi, ce que je vis, puis j'essaie de transférer aux gens, puis j'ai encore beaucoup à apprendre, j'apprends tous les jours, mais c'est le sentiment de l'imposteur. Là. Tu sais, mes clients au quotidien, là, ils ont le sentiment de l'imposteur. Tu sais, on parle de transition, de transformation, d'humain, de tout ça. Tu sais. Eux autres, là, ils ont un rôle à jouer là, au quotidien. Là, puis ce rôle-là, il est vraiment pas facile d'avoir la science infuse, puis d'être capable de prendre des décisions. Puis tu sais, il faut qu'ils collent des shots, là, puis ça, c'est vraiment dur. Puis, tu sais, juste de comprendre de où ils partent, ces gens-là. Puis, positionnez-vous. Il y en a là-dedans qui vont avoir des maîtrises, des bacs, qui vont faire 10-15 projets, ils vont savoir promener. Quand vous allez vous diriger vers des chefs d'entreprise, là, dites-vous que lui ici, là, le sentiment d'imposteur. Là, si vous avez déjà joué avec des bases de données, vous avez déjà fait des projets de génie industriel, vous êtes déjà en avant du chef d'entreprise. Parce que lui, ce qu'il fait au quotidien, là, c'est enlever des barrières, se répéter 15 fois, 20 fois à la même personne, il y a son contrat. La réalité, le sentiment d'imposteur, vous allez le vivre au quotidien, là, au travail. Il faut le maximum, le minimiser au maximum. Puis, mettez-vous dans les chaussures des gens qui vous parlent. Souvent, vous êtes en avant d'eux. Fait qu'hésitez pas à foncer. Je pense que ça vaut la peine. Stéphanie? Ben moi, je vais y aller un petit peu sur ce ton-là aussi. Plus basé sur mon expérience d'athlète. J'ai beaucoup parlé de mon expérience d'artiste, mais moi, je me suis entraînée beaucoup avec l'équipe de France, l'équipe olympique française. Puis, j'ai fait des championnats mondiaux, Coupe du monde, 10 fois championne canadienne. Donc, en quelque part, tu dis, hey, wow, tu vas avoir une super confiance, tu sais. Puis, je vais vous dire sincèrement, en ayant côtoyé les plus grands, puis descendu les plus grands rapides sur la Terre, là, j'ai quand même descendu le Nil Blanc avec des crocodiles puis des hippopotames dans le compte courant. Là, il y en a que tu décides de ne pas t'arrêter, là. Pas parce que tu as perdu le contrôle, mais parce que c'était mieux de même pour ta vie. Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment fait ça. Je me disais, comment ça fait? Je suis pas assise sur une plage en train de lire un livre, là, tu sais. mais tout ça pour dire que peu importe le titre dans ton travail que tu vas avoir, peu importe le titre des gens avec qui tu travailles aussi, tu es champion un jour, puis le lendemain, tu recommences un cycle de 4 ans, si c'est un cycle olympique, ou de 2 ans, si c'est un cycle de champion du monde. Donc, ton titre, c'est pas ça. Moi, ça a été mon plus gros apprentissage dans le monde du sport, ça a été de dire, c'est pas ta médaille, ta plus grande réussite. C'est ce que tu as appris pour aller chercher ta médaille. Donc, c'est des objectifs de processus. Puis pour l'entrepreneur, c'est la même chose, moi, que je vise à développer comme dialogue avec eux à travers ma recherche. C'est de dire, disons, c'est pas d'avoir l'usine top-notch que tu te vois dans le plancher qui reflète tellement ce que c'est propre. C'est pas ça l'idée. C'est de dire, dans tes processus, dans les échanges que tes gens ont, les compétences qu'ils ont développées, les valeurs qui soudent les gens ensemble. Là, on va le calculer avec la rétention de personnel, on va le calculer avec la contribution en innovation. Il y a toutes sortes de baromètres là, qui existent. Mais ce qui va souder les gens, c'est l'expérience qu'ils vont vivre à tous les jours quand ils vont se lever. Puis de valoriser ce savoir-là, de valoriser justement cette capacité de dire un jour, je sais quelque chose, puis le lendemain, je sais rien. Ou encore, plus j'en sais, moins j'en sais. Moi, je trouve que c'est ce qui nous rend plus humains et plus humbles, parce que l'univers de la connaissance, il est infini. Alors. C'est bon. Alain? Ben, moi, ma conclusion, je la ferais sur quelque chose de bien simple selon moi, c'est que peu importe ce que vous faites, ce que vous allez faire, la technologie que vous pourriez mettre en place, ben, il faut que tout ça fasse du sens. Faire du sens. Faire du sens pour l'humain, faire du sens pour l'environnement. Je suis en transition énergétique de ce temps-là. Là. Mais que ça fasse du sens. Fait que j'aime les automatismes. Je suis un gars de technologie quand même. J'aime les automatismes, etc. J'aime bien mon chum Chatty. Là. Mais au-delà de Chatty puis tout, puis je sais qu'il y a un certain moratoire qui veut s'installer, entre autres, sur l'intelligence artificielle, à savoir comment on pourra exercer les choses, parce qu'il y a quand même de l'inquiétude par rapport à tout ça. Puis, à un moment donné, l'intelligence artificielle pourrait dire, l'humain, tu me déranges. Là.
je suis devenu over l'humain. Fait que c'est pour ça que je dis faire du sens. Permettons-nous tout le temps une introspection, peu importe ce qu'on va faire. C'est le fun de trip de voir marcher une bébelle, là, puis dire hey, j'ai fait de l'argent avec la bébelle, mais ça fait-tu du sens ce qu'on fait? Si on se ramène sur le sens, moi je pense que là, on crée de la valeur inévitablement à notre société puis à nos humains qui l'animent. Cathy? Chatty. C'est beau, je n'irais pas dans le sens de dire implanter toute la technologie du monde. Ça a l'air que je ne serais pas cohérent. Ce ne sera pas Chatty qui va répondre. C'est moi, tu m'avais dit que j'aurais le droit. Non, j'avais dit Chatty en premier, puis toi en deuxième. Qu'est-ce que Chat veut qu'on ait retenu? Chat n'a pas retenu toutes les OK, c'est bon. toute la discussion. Fait que moi, je passerai cette bout-là, peut-être. J'aime beaucoup, Alain, ce que tu dis au niveau de faire du sens. J'aime beaucoup le côté humain. J'aime aussi, où j'ai envie de ramener le côté technologique, je pense, parce que ça reste la thématique du congrès. Puis c'est ce que j'aime énormément, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué lors de ces 2 dernières heures à quel point la technologie n'a pas tellement été au centre de tout ça. Et pourtant, ça a été impliqué. On y a posé des questions. La technologie a sa place. La technologie, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Moi, j'utilise ChatGPT quotidiennement pour plusieurs raisons. Puis je pense que les technologies, c'est bon. Mais la question, c'est... Moi, là, je vous écoutais parler, je tripais bien raide, j'étais comme l'humain a encore raison d'être pour que ce soit la créativité, faire des liens entre des concepts, les relations interpersonnelles, avoir envie d'aller travailler, avoir envie de se lever le matin puis de triper sa job, résoudre des problèmes. Tout ça, on ne sera pas remplacé par la technologie, c'est pas vrai. Cependant, est-ce que, on crie au manque de main-d'œuvre, puis là, on arrive avec des technologies qui sont capables de nous sauver énormément de temps, que ce soit pour rédiger un texte, ou pour classer des données, ou pour des choses comme ça. Je pense qu'il faut juste être capable de savoir la technologie, à quoi qu'elle nous sert, dans une cohérence, dans un sens. Je lisais un livre il y a 2-3 semaines, je pense, ça s'appelle « From Good to Great ». Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre-là. C'est un livre qui est sorti début des années 2000, 2001. Puis ce que ça dit, c'est les entreprises qui ont réussi de passer à « je suis bonne » à « je suis vraiment excellente ». Ça a tout été fait dans une cohérence, dans un alignement, dans une volonté de devenir meilleur. Puis les technologies sont venues s'imbriquer logiquement, finalement, dans l'évolution de l'entreprise. Fait que ça, moi, j'ai comme, OK, on parle d'un livre qui a été publié dans les années 2000, puis lui, sa référence, là, sa révolution, c'était l'Internet. Fait que finalement, plus ça change, plus c'est pareil. On parle d'une révolution industrielle, je pense que c'est intéressant d'y réfléchir, mais de revenir aux sources, puis à cette cohérence-là, puis à l'humain qui est au centre de tout ça, je pense que c'est un beau message qui a été transmis aujourd'hui. Donc, je remercie tout le monde d'avoir participé à ça. Good. Je vais faire un petit mot de la fin juste pour bien clore tout ça. On a dépassé de 5 minutes, mais c'était tout pertinent, fait que moi, je ne coupe pas la parole quand c'est pertinent. Donc, on espère vraiment que vous avez apprécié la formule un peu plus interactive de ce qu'un panel est normalement. On espère que vous avez noté des choses importantes. Avec le nuage de mots, on en voit que le discours a été très axé sur prendre action, qu'il n'y a pas de mauvaises erreurs, que c'est tous des apprentissages. Je pense que l'important à retenir, c'est prendre action, c'est déjà commencé, que ce soit à 4 pas en avant ou 4 pas en arrière, ça n'a pas d'importance tant que vous prenez action. Surtout, impliquez votre monde, top-down, c'est vraiment, tout le monde a des connaissances puis peut participer à tout ça. On veut prendre un moment pour vraiment remercier nos panélistes d'être avec nous aujourd'hui. On était vraiment heureux de voir que c'était vous qui allez être là. Puis finalement, je pense que ça a sorti vraiment quelque chose de positif. On veut aussi remercier ceux qui ont fait le 2 heures avec nous dans la salle. Je pense qu'on ne l'avait pas dit au début. Il y a encore des sourires. Moi, je trouve ça bien, c'est bon signe. Ah oui, c'est bon. Ce qui est positif, c'est qu'on a enregistré le panel aujourd'hui. Comme vous vous doutez de la petite salle, on avait quand même des micros, c'était exactement pour ça. Donc, si vous voulez le partager à vos employés, à vos collègues, à d'autres chercheurs, n'hésitez surtout pas. Il va être en ligne sur la chaîne du Gym numérique prochainement. Vous ne direz pas demain parce que ça ne sera pas réel. Donc, on vous invite bien sûr à suivre, à nous suivre. On a un LinkedIn et une chaîne, le Gym numérique, les deux. Un énorme merci à tout le monde pour aujourd'hui, aux organisateurs de nous avoir donné ça. Puis merci et bonne journée. Merci.